Merci hein, à tous d'être encore là avec nous. Avec nous, quand je dis nous, c'est Christian, c'est Kevin, c'est Nikuti, Gaëfok et tous les autres pour continuer le deuxième jour de continuer le webinaire sur le jour 2. Alors, je vais sans plus tarder aller directement là où nous sommes arrêtés hier. Nous étions en train de parler maintenant nous étions sur le point de parler d'adressage IPv6. Nous allons commencer par prendre les questions. Donc aujourd'hui, nous allons commencer par l'adressage IPv6 et ensuite je vais donner la main à Christian qui va continuer avec les techniques de transition sur IPv6. Alors donc ce sera un peu les deux topics là que nous verrons aujourd'hui et après sa présentation, nous allons prendre des questions comme hier et essayer de répondre aux différentes questions qui nous seront posées. Ok, donc là je suis en train d'aller à l'adressage IPv6. Donc on aura en train de descendre. Voilà. Alors, planification d'adresse IPv6. Alors, hier, on a eu à regarder un peu comment est-ce que les adresses s'écrivaient. Nous avons essayé de voir aussi les différents types d'adresses qu'on avait en IPv6. Aujourd'hui, nous allons essayer de voir comment est-ce qu'on fait un plan d'adressage avec IPv6. On va vous donner les bonnes pratiques et faire des exemples d'adressage pour vous donner les routes ou les directives à suivre lorsque vous serez dans votre réseau pour essayer de faire pareil. Alors, la première des choses, c'est que je ne vois pas. Ok. J'allais commencer par vous présenter le problème générique d'adressage, le problème qu'on a en adressage, le temps que la diapo s'affiche. Alors, en général, qu'est-ce que nous avons? Nous avons en IPv4 comme en IPv6 deux situations dans lesquelles nous nous trouvons. La première, c'est que nous recevons un préfixe P. Ok, nous recevons un préfixe P d'une longueur L. Ensuite, il nous est demandé d'utiliser ce préfixe P avec cette longueur L pour le subdiviser pour remplir les besoins que nous avons dans notre entreprise. Ok, donc nous prenons ce préfixe P là qui nous est donné avec la longueur L là, et nous allons subdiviser ce préfixe P là en des sous-préfixes P' avec des longueurs L' que nous allons assigner à nos différents sous-réseaux dans notre entreprise. Inversement, le deuxième cas, c'est qu'en général aussi, nous connaissons nos besoins. Nous savons que notre entreprise a plusieurs succursales un peu dans le pays dans lequel nous opérons, nous investions, et nous souhaitons, nous connaissons nos besoins, nous disons qu'on aura besoin, par exemple, de 700 sous-réseaux dans telle ville, avec pour adresser peut-être 2000 hôtes, etc., etc. Donc, en fonction de nos besoins, nous allons maintenant calculer le préfixe P avec la longueur L qui pourra nous aider si vous voulez, à matcher les besoins de notre entreprise. Donc, c'est les deux cas de figure dans lesquels nous nous trouvons. Le premier, nous avons un préfixe, nous sommes obligés de l'utiliser. Et le deuxième, nous avons nos besoins. Et en fonction de nos besoins, nous demandons nos préfixes à un organisme qui est chargé d'accorder les préfixes. Alors, avant d'avancer, nous allons essayer de regarder. Yeah, I mean, got to find out. Allô? Yeah. Well, and the guy from Huawei might be into them, and he has some knowledge. Ok. Donc, je pense qu'on avait, excusez-moi, il y avait quelqu'un qui parlait en bas, donc
Alors, donc, on a maintenant le but du subnetting. Il y a des notions qu'on doit essayer d'oublier quand on avait un IPv4. En IPv4, lorsqu'on fait un subnetting, on le fait par souci d'économie d'adresse. On se dit, attention, dans ce bureau ou bien sur cet étage, on n'a que 20 machines à adresser. Par contre, sur l'autre étage, on a 20 machines dans la compte d'ordinateurs adressés. Donc, on va calculer les préfixes qu'il nous faut en fonction de ces différents besoins-là. Avec IPv6, on ne fera plus ça. On a plus besoin d'utiliser des tailles variables de masque ou on n'utilise que des tailles statiques de masque. Alors, on va dire des tailles de sous-réseau statiques. On va dire pour un bâtiment donné ou pour une classe donnée, on utilise un /60. Pour un bâtiment donné, on va utiliser peut-être un /48 et ainsi de suite. On ne va pas donner des tailles de préfixes pour une architecture ou pour un bâtiment vis-à-vis des nôtres. Lorsque c'est des classes, les préfixes seront de même taille pour les classes et ainsi de suite. Donc, on fait ce qu'on appelle des tailles par palier. Alors, donc, vous avez constaté aussi que hier, j'ai dit que pour chaque sous-réseau qu'on a en IPv6, l'interface ID est de 64 bits. Donc, ça veut dire que on ne peut pas aller jouer sur les 64 portions de droite. Les 64 bits de droite sont réservés aux interfaces machines. Ça veut dire que pour un réseau donné, pour tout sous-réseau donné, vous avez au moins deux exposants 64 possibilités d'adressage de machine. Alors, vous constatez que ça fait déjà plusieurs fois l'espace adressage IPv4 total. Donc, on n'a pas besoin, c'est ce qu'on dit ici, qu'on n'a vraiment pas besoin essayer de calculer le nombre de machines avant de faire un adressage en IPv6. Vraiment, le nombre de machines n'est vraiment pas pertinent lorsqu'on fait un adressage en IPv6. Il faut plutôt se focaliser, se concentrer sur le nombre de réseaux. Donc, oubliez le nombre de machines à adresser, focalisez-vous plus sur le nombre de réseaux. Alors, la procédure générique d'adressage est la même qu'en IPv4. Donc ici, à quelques différences près. On va regarder d'abord, la première des choses, c'est de trouver le bit des sous-réseaux. Le bit des sous-réseaux, ensuite, l'exit des sous-réseaux. Alors, l'exit des sous-réseaux ici, parce qu'on a en IPv6, on parle des exits des sous-réseaux, sinon, en IPv4, ça aurait été de trouver le bit qui change d'un réseau donné à un autre. Et ensuite, il faut trouver l'incrément des sous-réseaux ou le set.id qui est le subnet.id qui est le bit et grand B et ensuite il faut énumérer les réseaux. Alors, comme nous avons tous une bonne base en IPv4, donc je vais d'abord présenter ce que représente un bit de sous-réseau sur IPv4 et transposer cela sur IPv6. Donc, à chaque fois, je vais présenter IPv4 et transposer sur IPv6 pour que les choses soient claires dans notre tête. Alors, nous calculons maintenant le bit de sous-réseau. Ici, nous avons un bit. Nous avons un bit qui est je crois qu'il y a quelqu'un qui bat les mains. Est-ce que tu pourrais arrêter ton micro, s'il te plaît? Merci. Alors, nous prenons un exemple, on a un préfixe, le 197.12.0.0/22. OK, on est à l'aise avec ce préfixe, on a la taille du préfixe qui est 22, le L. Donc, on a le préfixe P qui est 197.12.00. Donc, qui est là, on a P qui est là, et on a L qui est là. Alors, le bit des sous-réseaux va représenter quoi? On a deux cas. Dans le premier cas, on se dit, OK, dans mon entreprise, je viens de recevoir un /22, et ce /22 là, moi, je souhaite le subdiviser en /24. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais trouver le bit du sous-réseau, le bit S. Qu'est-ce que je fais? Je fais S égale à L', qui est mon 24, qui est ici, moins L, qui m'a été donné par mon FAI ou mon Append Provider. OK? Donc, dans ce premier cas, je vais trouver mon bit S qui serait égal à 2. OK? Dans la deuxième mention, je dis attention. Premièrement, je connaissais le préfixe que je voulais assigner pour chaque sous-réseau. Maintenant, je sais que j'ai 6 sous-réseaux. Comment faire pour couvrir ces sous-réseaux? Alors, on sait que 2 exposants S égale à N qui est le nombre de sous-réseaux, S qui est le bit des réseaux. Donc, je déduis S qui sera log de N qui log de 2, ça me donnera log de 6 log de 2, qui me fera 2,54. Je vais faire un arrondi à 3 et j'aurai donc le bit de réseau ici 3. Donc, vous voyez, ici, nous avons vu comment est-ce qu'on calcule le bit de réseau dans deux situations. Lorsqu'on a le préfixe, et lorsqu'on connaît le préfixe à assigner à notre réseau. Et la deuxième option, c'est qu'on connaît le nombre de réseaux à couvrir et en fonction de ça, nous calculons le bit S. Alors,
Venons maintenant sur IPv6. C'est pareil. Alors, IPv6, nous avons plusieurs préfixes. Nous avons un /32 qui nous est donné et nous voulons le subdiviser en /56. Ça veut dire que j'ai reçu un préfixe pour Afrique Provider avec un /32. Moi, je veux que pour chaque sous-réseau, j'ai un /56. Donc, on fait pareil comme on l'a fait de l'autre côté. Allez, ça nous fera 56, qui est L'-32, qui est L, ça nous donnera 24 bits. Donc, ici, j'ai déduit mon bit de sous-réseau. Dans le deuxième cas, c'est pareil. On a 700 réseaux qu'on veut adresser. OK? On a 700 réseaux et on a reçu en /36. On a reçu un préfixe /36 qu'on veut subdiviser en 700 réseaux. Donc, le principe est le même. On va faire log de, on fait 2 souvent S qui est égal à 700. Donc, S sera log de 700 c'est log de 2. Et on aura 9,45, soit 10 bits. Donc, vous voyez que IPv4 et IPv6, c'est pareil. Nous avons déduit ainsi le bit S de sous-réseau. Ensuite, qu'est-ce que nous allons regarder? Maintenant, trouvons le bit de sous-réseau. Ici, ce sera le bit B. Le premier bit, ce sera combien de, c'est-à-dire, on aura combien de réseaux possibles. Ici, on aura combien de bits. Combien de bits faut-il varier dans le préfixe qu'on a reçu. OK? Dans notre premier exemple, on a calculé le bit réseau, c'était 2. Ça veut dire que 2 exposants, 2 sont donc 4 réseaux possibles. Donc, dans notre adresse IPv4, telle que j'ai réécrit ici, on a 197.12.60 et BB. Alors, sur le /22, vous vous rappelez, un /22, ça s'arrête à là. Et on aura 2 bits qui resteront pour nous faire le /24. Donc, le /22 s'arrête là, on ne peut pas toucher à ça. Et ensuite, on va 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Donc, les 2 bits qui bougent là, c'est ceux-là qu'on appelle les bits de sous-réseau. Ça veut dire que c'est que ces 2 bits-là qui vont changer d'un réseau à un autre. Donc, tous nos réseaux, dans le premier cas, ressembleront à ça. Ce sera des 199.12. Quelque chose, et BB, ça va changer d'un réseau à un autre. Donc, ici, on a déduit le bit de sous-réseau. Pour notre deuxième exemple, on avait calculé log de 6 sur log de 2, on avait trouvé 3. Donc, dans notre deuxième exemple, nous voyons que les différents bits de sous-réseau qui changeront, c'est après, à partir du 22, on va puiser dans la partie os. On a ce premier bit, ce deuxième bit et ce troisième bit qui vont changer. Donc, dans ce deuxième exemple-là, on aura 2 en 3, ça nous fera 8 possibilités de sous-réseau dans notre exemple. OK? Ça, c'est pour trouver le bit qui bouge dans l'adressage IPv4. Et maintenant, nous l'appliquons à IPv6. Dans IPv6, on parlera plutôt de exit. Puisque en IPv6, on a les hexadécimales, donc on parlera plutôt de exit. Donc ici, le principe est le même. On a calculé 10, sachant que le nombre de bits est, ça on sait le faire, et on sait aussi qu'on a trouvé le bit de sous-réseau, on sait que un exit fait 4 bits. OK? Un exit nous donne 4 bits. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Lorsqu'on a trouvé le bit S qu'on a calculé précédemment, qu'on sait le faire maintenant, on va utiliser cette petite division là. OK? Dans notre cas ici, on utilise par exemple ce /36. On veut le subdiviser en 900 sous-réseau. On va faire log de 900 sur log de 2, ça va donner 9,61. L'arrondi sera 10. Alors, le 10, on va le diviser par 4, puisqu'ici on a 10 bits. OK? 10 bits qu'on va diviser maintenant par 4 ici. OK? On divise les 10 bits par 4, donc on donne 2,5 et on arrondit cela à 3. Donc, ça veut dire ici que chaque sous-réseau va ressembler à ça. Attention. Chaque sous-réseau va ressembler à ça. OK? Vous vous rappelez, dans l'exemple tout à l'heure, on avait des BB qui changeaient. Ici, ce sera des C, ce sera des H, 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 parce que ce sera 3 exits à changer. Donc, on aura un H ici, un K ici, et un H ici, qui vont changer. Et ça sera un /46. Un /46 parce qu'on nous a donné un préfixe qui était de 36 bits, un /36, et ensuite on a calculé le S qui était 10, donc on a fait 36 plus 10, et nous a donné /46. Donc on aura que des réseaux, tous nos sous-réseaux seront en /46 et vont se présenter de cette forme-là, 2001, 2.db8, 2.c, et puis on aura HHH 2.2./46. Les HHH seront des valeurs qui vont changer d'un réseau à un autre. Alors, maintenant, nous allons trouver l'incrément. C'est-à-dire, vous vous rappelez tout à l'heure, en IPv4, on avait trouvé
qu'on allait avoir 2 bits qui changent, c'est-à-dire 0, 0, 2, exposant 2, c'est un bit, donc ça nous fait 4 possibilités. On allait avoir 0, 0, 0, 1, 1, 0 et 1, 1. Ici, comme c'est en hexadécimal, on va appliquer cette formule pour trouver l'incrément B. Ça va nous permettre de passer d'un sous-réseau à un autre. Alors, on va tout simplement appliquer la formule ici. Alors, ici, nous avons calculé, on a calculé 16 qu'on a trouvé, 2 exposant 16 moins L'. L' c'était 46 qu'on a trouvé, modulo 16. OK? Donc, modulo 16, on va faire 46 divisé par 16, le reste de la division entière nous fera 14, ça nous fera 2, exposant 2, et on aura 4. Donc, on a trouvé que pour passer de ce réseau-là, du premier réseau au deuxième réseau, il faut ajouter 4. OK? Donc, pour le premier réseau, ça sera 0, le deuxième, ça sera C4, ainsi de suite, 8, etc., jusqu'à ce qu'on arrive au dernier sous-réseau. Donc, c'est là l'incrément. Excuse me, Bryce. Yes. Bryce, Yes. could you just explain to, I see a number of people who have not connected their headphones. Could you just explain to them before we continue? Thanks. Come again, Kevin? Who are not connected on audio. Could you just explain one more time how to connect audio? OK. Thanks. Alors, il y a certaines personnes qui ont du mal à se connecter. Alors, pour se connecter en 2 minutes, nous avons des liens. Le premier lien, c'était le lien pour s'inscrire. Excusez-moi, c'est une parenthèse. Alors, lorsque vous vous inscrivez sur le site de iSoc pour le WebEx, vous allez recevoir un message. Et dans ce message, il y aura un lien pour se connecter à l'interface WebEx. Et dans le message que vous recevez, il y a aussi le mot de passe. Il y a le mot de passe qui servira à se connecter à la plateforme. Donc, quand vous allez cliquer sur le lien, il va automatiquement récupérer votre adresse email et vous n'aurez qu'à mettre le mot de passe qui est webinar IPv6 et ensuite en haut, mettre votre nom, le nom que vous voulez utiliser pour la connexion. Ensuite, quand vous faites ça, vous cliquez sur Join. Vous serez automatiquement redirigé sur la plateforme qui va charger et vous présenter l'outil WebEx. Donc, si vous n'avez jamais lancé WebEx, il y aura il y aura des paramètres minimum de configuration avant d'avoir l'interface. OK, c'est un peu ça. Donc, si vous avez des personnes qui vous pingent en offre pour savoir un peu comment se connecter, donc vous leur dites qu'ils sont déjà inscrits, ils regardent dans le mail qu'ils ont reçu, il y aura un lien pour pointer sur la plateforme de connexion et ensuite, ils pourront se connecter en utilisant le mot de passe qui est dans le mail aussi, qui est webinar IPv6 et ils pourront mettre les noms ensuite en haut et cliquer sur Join pour rentrer pour joindre le webinaire. Alors, hier, on a eu des problèmes, il y a eu des mails off qui nous disaient qu'ils avaient du mal à se connecter. Donc, c'est un peu ça. Donc, si vous avez des personnes, vous envoyez des mails qui essaient de se connecter, qui n'arrivent pas, essayez de leur expliquer un peu ce que je viens de vous transcrire là. Et puis, une fois connecté, n'oubliez pas de couper votre micro et votre caméra. Bon, vous n'êtes pas obligé de laisser votre caméra. Donc, il y a Emile qui a sa caméra qui tourne. Et il y a aussi Afi Rebecca qui a sa caméra qui est ouverte. Donc, vous pouvez arrêter votre caméra aussi parce que vous n'êtes pas obligé de la laisser tourner. Alors, c'était une parenthèse. Non? Donc, nous revenons. Alors, nous avons calculé tout à l'heure le bit S de réseau, de sous-réseau. Ensuite, nous avons trouvé les exits des sous-réseaux. Maintenant, nous sommes en train de calculer l'incrément de réseau. L'incrément, c'est le pas, si vous voulez, comme IPv4 on dit, le pas d'un réseau à un autre. C'est-à-dire, pour passer de réseau A au réseau B, est-ce qu'il faut ajouter 2, est-ce qu'il faut ajouter 1, est-ce qu'il faut ajouter 3. Donc, la formule qui ici nous permet de calculer l'incrément B de sous-réseau. Alors, nous avons déjà, ici, c'est B égale à 2 exposant 16 moins L' modulo 16. Le L', nous l'avons trouvé en faisant le préfixe, la longueur L du préfixe qui nous a été donné, plus la longueur L du bit de sous-réseau qu'on a trouvé, ça nous donnera le L' qui est ici. Ensuite, nous allons énumérer les différents réseaux. Pour énumérer les réseaux, c'est tout simplement une suite arithmétique dont le premier thème est 0, 0 et le dernier thème sera ce sera dans notre cas, c'est 2 exposant 10, ça sera le dernier thème, on va calculer 2 exposant 10, on va trouver le dernier thème qui nous sera donné. Donc ici, nous avons qu'à appliquer la suite arithmétique. Donc ça donne un peu ça. Ici, on a essayé de mettre tout
ce que j'ai expliqué en un seul slide. Donc, la première des choses, nous avons ce préfixe-là qui nous a été donné par acronyme ou par un FAI. On veut le diviser en 900 sous-réseaux. Alors, nous allons calculer le bit S. On a fait log de 900 sur log de 2, on a trouvé 9, et quelques, on a arrondi à 10. Donc, ensuite, on a calculé L'. Le préfixe, le nouveau préfixe, qui serait 36, qui est le préfixe qui nous a été donné ici, plus 10 qu'on a retrouvé ici, ça donne 46. On a calculé les exits des sous-réseaux. On a dit que, puisque le bit des sous-réseaux était 10, on a fait la division par, on a divisé par 4, pardon, et on a trouvé 2 et quelques qui nous donnaient 3. On a arrondi à 3, donc les exits c'était les H, H3, H. On a dit que chaque réseau allait ressembler à ça. 2001, 2.db8, 2.c, H, H, H. Ces 3 H, ce sont des valeurs qui changeront d'un réseau donné à un autre. Et la nouvelle taille serait la slash 48. On a trouvé ensuite les bits, le B incrément. On avait dit 2 exponent 16. Moins L prime modulo. Voilà. Modulo 16 qui est ici. Donc, on a calculé, on a trouvé 4. Et ensuite, on a appliqué la formule, la série numérique, la suite numérique qui est ici, qui est là, pour calculer les termes donnés. Alors, on a appliqué la série numérique ici. On calcule le premier terme qui est 0 et le dernier terme qui est 1024. On place les différentes variables et on trouve le dernier terme ici qui est 1024 qui sera CFFC 2.2/46. Alors, un exemple ici, on donne l'exemple de subnetting. On a un FAI qui opère dans 10 bits. Il vient de recevoir un slash 32 d'Artemis et il doit les subdiviser. Alors, ça nous donnera quoi? On a le nombre de sous-réseaux. On a fait 10 bits. On a log de 10 sur log de 2, on l'arrondira à 4. OK? Ensuite, on aura log de, voilà, on l'arrondit à 4. Ensuite, on calcule, on découvre les 732 pour toutes les villes. On va trouver les de sous-réseau et on va trouver l'incrément de sous-réseau. Et ensuite, on va énumérer les réseaux. OK? Donc, les 4 bits de sous-réseau, etc., etc. Alors, ce qui est important à noter ici, c'est que lorsque nous faisons l'arrondi, ici, lorsque nous faisons le log de 2 qu'on trouve 3 bits 33, on aura 4 bits. Et quand nous faisons 2 exposants 4, on a 16 sous-réseaux. Donc, on aura 6 réseaux sphères. Donc, vous comprenez que les arrondis qu'on fait, c'est pour pouvoir nous aider à planifier notre adressage futur, nos adressages futurs. Donc, c'est la raison pour laquelle nous faisons les arrondis. Alors, je vous dis en même temps que vous n'allez pas à chaque fois faire tous ces calculs. Il y a des outils en ligne. C'est juste pour vous montrer un peu qu'est-ce que ces outils-là font. Donc, on a des outils en ligne qui nous aident à calculer, OK, ces préfixes. Donc, moi, j'utilise en général SIPCalc, qui est un outil, qui est un binaire qu'on peut installer. Vous le téléchargez, vous l'installez et vous l'utilisez pour calculer vos sous-réseaux. Alors, ici, on a utilisé SIPCalc. SIPCalc, le préfixe, c'est DB8/32, moins V6 split. Le L'. Alors, avec SIPCalc, il faut connaître déjà le L', c'est-à-dire vous aurez précédemment calculé le bit des sous-réseaux et vous allez faire le L, qui est ici à 32, plus bit des sous-réseaux qu'on a trouvé qui est 4, donc ça fera 36. Vous devez savoir qu'il y a d'autres outils en ligne comme Tablet Online qui vous demandera de mettre le nombre de réseaux possibles. C'est-à-dire, si on devait utiliser Tablet Online, au lieu de 10, vous aurez mis 16 parce que vous aurez fait 2 exposants 4 et ça vous aurait donné 16 pour 16 sous-réseaux. OK, donc par rapport à un outil donné, il vous faut connaître certains paramètres quand même pour pouvoir utiliser ces outils. Alors, ceci, on vient d'expliquer un peu lorsqu'on a reçu un préfixe P d'une longueur L, comment est-ce qu'on subdivise, comment est-ce qu'on découpe ce préfixe-là pour différents sous-réseaux que nous avons dans notre entreprise. Alors, ici, nous vous présentons la hiérarchie globale de la gestion des adresses IPv6. Le rouge, comme on avait dit hier, on parle de ce slash 3, 2.0.2.2/3. Et ensuite, on fait la division depuis les RIR au LIR jusqu'à nos adressages dans nos réseaux. Alors, nous allons maintenant parler de la deuxième option. Je vous avais dit qu'on avait deux problèmes en général qu'on parle de subnetting. Le premier problème, c'est qu'on a un préfixe donné avec une longueur L. Le deuxième, c'est qu'on connaît nos besoins et on souhaite demander quel est le préfixe qu'il nous faut. Alors, ici, nous regardons un ASN. Alors, on va voir que ici, par exemple, on a peut-être un opérateur télécom qui veut s'installer dans un pays donné. Il vient dans ce pays, il dit que dans ce pays, il y a 3 régions. Il regarde dans les régions et il essaie de compter combien de ports
il peut installer dans ces régions. Donc, c'est un peu ça maintenant que nous allons aborder. Mais avant d'aborder, on va vous présenter un peu quelques conseils. Alors, ici, en général, un RIR, dans le cas d'Afrique, va vous donner un /32. Lorsque vous demandez IPv6, on va vous donner un /32. Point LIR et un /48.inside. Nous vous recommandons de ne pas rester, de ne pas vous obliger à utiliser le /32 ou le /48. Nous vous recommandons de faire vos calculs et en fonction de vos calculs, de demander le préfixe qui vous va bien par rapport aux besoins de votre entreprise. Aussi, il faut savoir que les recommandations de toutes les RFC de IPv6 disent que l'interface ID doit être de 64 bits. Ok, donc il y a certaines personnes qui se disent, écoutez, avec IPv4, on avait l'habitude de prendre un /31 pour une connexion peer-to-peer. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne prendrait pas un /127 aussi pour une connexion peer-to-peer? Donc, il y a une RFC, il y a 61, 64 qui est venu trancher un peu. Cette RFC a dit, ok, vous pouvez utiliser un /127 pour une connexion peer-to-peer, mais sachez que s'il y a un problème, il faut que vous reveniez à un /34. Ça veut dire qu'il peut y avoir des recommandations données, mais les équipementiers peuvent ne pas utiliser ces recommandations. Donc, si vous êtes en train de configurer vos routeurs, que vous donnez une connexion point à point, que vous mettez un /127, que ça ne fonctionne pas, sachez que vous devrez prévenir sur un /124. Donc, ici, c'est un peu des conseils. Ne restez pas au préfixe qu'on vous donne. Et si vous mettez un /27 dans une connexion point to point qui ne marche pas, revenez aussi à un /34. Alors, nous avons aussi quelques recommandations. Vous avez remarqué que dans les exercices que j'ai donnés, j'ai utilisé que les arrondis. Donc, vous n'ayez pas peur de faire les arrondis. On n'a pas peur de gaspiller comme utiliser IPv6. Donc, s'il vous plaît, gaspillez les adresses. Oui, je sais, on gaspille beaucoup en IPv6. Et c'est comme ça qu'il faut gaspiller. Donc, faites toujours des arrondis. Ça vous facilite la vie. Vous allez voir ça dans les exemples que je vais montrer tout à l'heure. Et comme j'ai dit, il faut aussi respecter la longueur de préfixe. Lorsque vous décidez que vous, dans votre infrastructure, tous vos réseaux doivent être de /34, il faut que tous vos réseaux, même ceux qui n'ont que 2 stations, aient des /64. Si vous décidez que une succursale est un /60, il faut que tous vos succursales, même celles qui sont très très éloignées de la capitale, très très éloignées du centre-ville, même s'il n'y a que 2 points de présence, il faut que ces succursales aussi aient un /60. Donc, il faut maintenir une taille de préfixe par hiérarchie, par niveau, par différents sites. Alors, maintenant, nous rentrons un peu dans le vif du sujet. Nous avons parlé tantôt de notre FAI qui s'est installé dans le pays. Il y avait 3 régions et dans chaque région, il y avait plusieurs ports. Alors, on vous demande de choisir le plus grand site. Alors, on prend un exemple pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, on sait que Abidjan, c'est la ville la plus grande. Donc, on va dire, OK, le ISPV s'est installé en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, il y a plusieurs villes. Donc, on va dire 20 villes. Et dans les 20 villes, la plus grande ville sera Abidjan. Donc, le plus grand site, ici, on va mettre Abidjan. OK, Abidjan. Ensuite, il faut estimer le nombre de réseaux qu'il peut avoir dans cette grande ville. On se dit, OK, nous, on raisonne en termes de points de présence. Donc, dans Abidjan, quel est le nombre maximum de portes qu'on peut avoir en Abidjan? On dit, OK, le nombre maximum de portes à Abidjan, ça peut être peut-être 3000. On dit, OK, donc on aura 3000 portes à Abidjan. Ça veut dire que même dans la plus petite ville de la Côte d'Ivoire, nos estimations vont partir sur 3000 portes. Même si dans cette ville à présent, on a fait 2 portes, c'est pas grave. On va maintenir le même niveau de hiérarchie. Si par ville, on a 3000 portes, on aura OK, c'est 3000 portes, on prend le maximum de villes. Ensuite, il faut faire les ajustements, on essaie de voir. Alors ici, on essaie d'ajuster en fonction d'une croissance de 5 ans. Alors ici, c'est un peu délicat. Il faut comprendre que dans chaque région où nous sommes, il y a un RIR. Donc le RIR a ses policies qui sont utilisées, ses règles qui sont utilisées pour allouer des adresses. Donc, si vous êtes dans la région africaine, on va vous dire que vous faites vos estimations sur 1 an. Si dans la région de Hyde, peut-être que Christian pourra nous donner plus tard, selon les règles en vigueur dans la région de Hyde, mais en Afrique, ce sera sur une estimation d'1 an. Donc, vous ferez ici une estimation d'1 an, et ensuite, il faut arrondir au cas supérieur. Alors, ça nous donnera quoi? Alors, parlons maintenant des arrondis. Alors, pour tous les sites, le nombre de réseaux qu'on aura, il faut faire en sorte d'arrondir à 2 exposants n ou n et n puissance de 4. Ça veut dire, dans notre cas, on a parlé de 3000 réseaux. Donc, 3000 réseaux, je vais arrondir à 4096 réseaux. Vous vous rappelez tout à l'heure dans l'exemple derrière. J'ai dit, il y avait 3000 ports.
Dans chaque ville, je vais arrondir à 4096 ports. Ensuite, il faut faire en sorte que les préfixes que nous allons utiliser tombent soit de 4 en 4. OK? Donc, nous avons 24, 28, 32, 36, 40, 44, etc. C'est de 4 en 4. Le préfixe. Ça nous facilite les calculs et ça vous donne vraiment une large masse d'enjeux lorsque vous voulez faire de la planification future. OK? Donc, ici, nous avons un exemple. Voilà. Le premier préfixe est un /40. Le /40, quand nous faisons 16, ici on a 16, ici on a 32, 32 plus 4, 32 plus 4, ça nous fait 36, et 36 plus 4, ça nous fait 40. Donc on aura notre /40 qui s'arrêtera ici. Donc on saura que le premier réseau commence par 0,0000 et se termine par FFFFF. C'est très facile à voir. Alors dans notre deuxième exemple, nous parlons de /42. Nous savons que le /42, il n'est plus ici parce qu'ici c'est /40, mais il fait partie de ces zéros-là. Donc il faut prendre une portion de ces zéros et donc vous voyez que le premier réseau commencera par 0 et le dernier se terminera par 3FFFF. Donc c'est pas vraiment facile à voir. Donc c'est pour nous faciliter le travail en tant qu'humain parce qu'une machine n'aura pas les problèmes de différencier 1, 0 de 3. Mais pour nous en tant qu'humain, c'est plus facile de savoir que le premier réseau c'est 0 et le dernier c'est F. Ok, donc c'est juste pour nous faciliter la planification. Alors, maintenant, nous allons essayer maintenant de calculer le nombre final de sous-réseaux dans notre exemple que nous avons connu. Lorsque nous avons fini d'estimer les sites les plus gros, nous avons fait les arrondis, maintenant nous allons calculer le nombre N, qui est le nombre de sous-réseaux maximum qu'on aura. Ok, dans notre exemple, on a dit à Abidjan, on aura 3000 POP. 3000 POP, on a dit qu'en Côte d'Ivoire, il y a 20 régions. 20 régions, on va arrondir à 256. Vous vous rappelez ici, ok, après ça, on a 256. Donc, ça nous donne 3000 multiplié par 256, qui nous donnera le nombre N de sous-réseaux. Maintenant, une fois que le nombre N de sous-réseaux est trouvé, il faut maintenant définir quel est le préfixe qu'on va utiliser pour chaque sous-réseau. Ok? Donc, ici, on voit un peu les calculs que nous savons le faire maintenant. Donc, je vais montrer une illustration. Ok? Alors, l'exemple d'illustration dit quoi? Un FAI opère dans 10 provinces. La plus grande province dispose de 50 POP, dont le plus important a environ 2700 clients. Estimez le besoin en IPv6 de cet FAI. Alors, ici, nous avons le nombre de régions, c'est 10. Nous l'arrondissons à 16. Le nombre de sites, c'est 50. Nous l'arrondissons à 256. Le site qui a le plus grand POP à 2700 POP, nous l'arrondissons à 4046 POP. Et ensuite, nous calculons. Le nombre total de préfixes de sous-réseau répliqué, le grand N. N sera égal à 16, qui est l'arrondi des régions, multiplié par 256, qui est l'arrondi des sites, multiplié par 4096, qui est l'arrondi des POP. Ça nous donne 16 777 216 réseaux distribués. Donc, le nombre de bits de sous-réseau sera log de, ça nous saurons le faire maintenant, log de grand N, log de 2, ça nous donnera 24 bits. Ça veut dire que dans le réseau que notre FAI va nous donner, il faut qu'on retire 24 bits. Donc, quel est le réseau, quel est maintenant le préfixe qu'on va demander à Phoenix? Nous avons le choix, nous revient. On se dit, OK. Moi, je souhaite que pour chaque POP, puisque derrière chaque POP, il peut avoir il a certainement des équipements, il y a des clients, il y a des entreprises, etc., etc. Donc, je veux dire que pour chaque POP, moi, je décide de prendre un /48. Si vous décidez de prendre un /48 par POP, vous allez faire 48 pour un 24, ça vous fera 24. Donc, 24 sera le préfixe que vous allez demander à Phoenix. Si vous voulez utiliser un /52, vous allez faire 52 moins 24, ça vous donnera 28. Donc, 28 sera le préfixe que vous allez demander à Phoenix. Donc, si initialement vous avez pris un /32 chez Phoenix, après ces calculs, vous constatez aisément que le /32 ne peut plus satisfaire vos besoins. Donc, il vous faut utiliser un préfixe beaucoup plus grand. Ça sera un /24 ou un /28 selon les préfixes que vous avez décidé d'utiliser pour votre infrastructure. Donc, c'est un peu ici présenter les deux techniques, les deux manières un peu de calculer les adresses en IPv6. Donc, la première option, c'était que nous avions eu un préfixe P avec une longueur L'. Nous savions que nous avons un nombre N de réseaux dans notre entreprise. On s'est obligé à utiliser le préfixe P et la longueur L qui nous a été donnée pour satisfaire les besoins que nous avons. Dans la deuxième option, nous connaissons nos besoins, c'est-à-dire nous avons 900 réseaux répartis dans N villes, etc., etc. Nous calculons tout le réseau qu'il nous faut, nous déduisons le bit des sous-réseaux et ensuite
nous calculons maintenant le préfixe que nous allons demander à Afrinic. Et c'est cette méthode que nous, Afrinic, conseillons à nos membres. Ne vous focalisez pas, ne vous obligez pas à utiliser les préfixes classe 32 et classe 48 qu'Afrinic vous donne par défaut, mais faites vos calculs et présentez-nous vos calculs en fonction de vos calculs. Afrinic vous donnera les préfixes IPv6 qu'il vous faut. Voilà. Donc, c'était un peu pour couvrir et pour faire un peu le résumé de comment est-ce qu'il faut planifier un IPv6. Donc, je vais maintenant passer la main à Christian qui va vous entretenir sur les techniques de transition qu'on a avec IPv6. Allez, merci. Christian, je te... Non. Voilà. Allez, Christian, c'est bon, ça va? Oui, merci Brice et bonjour à tous. Merci Brice pour cette présentation très claire et très détaillée sur les recommandations pratiques pour la gestion d'un plan de numérotation IPv6. Pour ma part, je suis donc Christian Jacquenet, je travaille pour le groupe Orange où je suis en particulier responsable du programme IPv6 pour le groupe qui a pour vocation de définir la stratégie d'introduction de fonctions de traitement IPv6 dans nos infrastructures réseau et services et d'accompagner nos différentes filiales et en particulier nos collègues des pays africains dans la mise en place des projets IPv6 correspondants. Ma présentation sera sans doute beaucoup moins détaillée que celle que Brice a pu vous faire aujourd'hui et également hier, essentiellement en raison du temps imparti, mais comme Brice a eu l'occasion d'ores et déjà de le signaler, nous restons bien entendu à votre disposition pour répondre à toute question que vous pourriez avoir et en particulier toute question portant sur ces techniques de migration que nous allons balayer maintenant. Alors, la présentation en elle-même s'appuie essentiellement sur 3 chapitres. Les 2 premiers chapitres se consacrent aux techniques de migration qui ont pour vocation d'introduire progressivement IPv6 dans une infrastructure réseau. Et en fait, ces 2 premiers chapitres se focalisent sur les fonctions de tuning, c'est-à-dire la capacité de pouvoir établir des tunnels vous permettant de mettre en place des communications IPv6 au-dessus d'infrastructures qui restent des infrastructures IPv4. Et parmi ces différentes techniques de tunneling, on abordera en particulier le protocole ISATAP, la technique 624, et j'évoquerai associé à cette technique le mode de tunneling 6RD, et puis je terminerai par une présentation du protocole Teredo. Et puis l'autre famille, c'est la famille DOLSTACK, c'est-à-dire la capacité de pouvoir solliciter indifféremment une pile IPv4 ou une pile IPv6 en fonction de la nature du contenu auquel l'internaute souhaite accéder. Ça suppose en particulier que du point de vue de l'introduction des fonctions de traitement IPv6 correspondantes dans les infrastructures réseau, l'ensemble des équipements réseau vont embarquer, en plus d'une pile IPv4, une pile IPv6, d'où la notion de double pile. Et enfin, le dernier chapitre de cette présentation va se focaliser sur un cas d'usage un peu spécifique qui est la problématique de pouvoir garantir, en tant qu'opérateur, la capacité pour un client qui ne disposerait que d'un terminal utilisant exclusivement une pile IPv6 de pouvoir accéder en particulier au contenu IPv4, par exemple disponible sur l'Internet, et j'évoquerai à cette occasion une technique de translation particulière qui a donc pour vocation de pouvoir convertir en quelque sorte le format des paquets IPv6 qui est envoyé par le terminal en des formats IPv4 qui permettront effectivement à ce terminal d'accéder au contenu. Une petite précision connexe, je vous prie d'excuser parce que ma présentation est rédigée en anglais pour une raison très simple, c'est que je veux éviter des traductions en français qui pourraient introduire des confusions ou qui ne seraient pas suffisamment précises, donc j'ai choisi délibérément de préparer toutes mes présentations en anglais, sachant que le domaine dans lequel nous travaillons tous est un domaine qui s'appuie par défaut sur l'anglais. Donc j'espère que ça ne posera pas de difficultés particulières. En tout état de cause, vous avez bien entendu la ressource de poser des questions à la fin de cette présentation. Donc, sur les techniques de transition proprement dit, j'ai déjà eu l'occasion de l'aborder lors de la présentation de l'organisation de cette présentation. En termes de migration vers IPv6, on dispose essentiellement de 2 grandes familles. La famille des tunnels, encore une fois, la capacité de pouvoir établir des communications IPv6 au-dessus d'infrastructures IPv4. Et puis l'autre famille, c'est la famille DOLSTACK, c'est-à-dire l'intégration d'une pile IPv6 en plus d'une pile IPv4, et chacun des terminaux utilisera indifféremment l'une ou l'autre des piles en fonction de la nature du contenu ou de la nature de l'interlocuteur avec lequel il souhaite communiquer.
Et puis le dernier point, c'est ce point particulier qui est à un instant donné dans l'évolution de l'Internet, lorsqu'il y aura je dirais une prédominance de terminaux IPv6 ou lorsque certaines technologies de terminal IPv6 ne peuvent supporter qu'une seule pile IPv6, et j'y reviendrai au moment de présenter cette fonction de translation, eh bien on s'appuiera sur une fonction de translation qui, encore une fois, a pour vocation de convertir le trafic IPv6 émis par le terminal qui ne dispose que d'une seule pile IPv6 en des paquets IPv4 qui permettront à ce terminal d'accéder au contenu IPv4 auquel il souhaite accéder. Alors, on va commencer par les techniques de tunneling. Il y a un certain nombre de points communs à l'ensemble des techniques de tunneling que l'on va rapidement aborder aujourd'hui. Le premier point commun, c'est le mode d'encapsulation. Ce mode d'encapsulation est quasiment commun à l'ensemble des techniques de tunneling qui sont aujourd'hui déployées et standardisées, à l'exception de la technique Teredo qui utilise un schéma d'encapsulation un peu différent. Il s'agit donc de véhiculer du trafic IPv6 dans des paquets IPv4. Donc pour cela, on utilise un mode d'encapsulation IP dans IP, dans lequel l'identifiant du protocole qui fait partie des champs de l'entête IPv4 est valorisé à 41. Cette valeur de 41 indique explicitement que ce qui suit dans le paquet IPv4 correspond à un paquet IPv6. Ce processus, ce mode d'encapsulation est commun à une très grande majorité des techniques de tunneling que l'on va aborder aujourd'hui. Alors je vais commencer par le protocole ISATAP. ISATAP est un protocole qui a fait d'abord l'objet d'une spécification produite par Microsoft. ISATAP signifie Intra-Site Automatic Tunneling Addressing Protocol. La première vocation d'ISATAP, c'était de pouvoir déployer progressivement des services de connectivité IPv6 au sein d'une entreprise. Et à ce titre, les premières versions du protocole ISATAP et des premières implémentations d'ISATAP s'appuyaient sur le principe que les communications IPv6 restaient des communications intra-entreprise et s'appuyaient donc sur les ressources de l'intranet IPv4 de l'entreprise. La spécification a évolué et en particulier le RFC qui aujourd'hui définit le protocole ISATAP, qui est le RFC 5214, identifie la possibilité d'exploiter les ressources d'un plan de numérotation privé, c'est ce qu'a eu l'occasion d'évoquer Brice lors de sa présentation hier, et donc le format d'adresse correspondant est le format qui est indiqué dans cette ligne-là, où vous avez en particulier l'identification caractéristique de l'utilisation d'adresses IPv4 privées, telles que définies dans les RFC 1918, et qui constituent les 32 derniers bits de l'adresse IPv6 ISATAP, qui sera automatiquement formée par le terminal, encore une fois, pour communiquer avec un autre terminal IPv6. L'évolution de la spécification ISATAP permet aujourd'hui de pouvoir utiliser également des ressources publiques, où cette fois-ci, le format de l'adresse IPv6 va s'appuyer notamment sur une valorisation de ces exits tel qu'indiqué ici, donc 0,200, si on le lit tel que c'est marqué dans la slide, et bien entendu, on conserve ici les 32 bits de l'adresse IPv4, qui vont constituer les 32 derniers bits de l'interface ID de votre adresse IPv6, comme l'a également évoqué Brice hier, et ces 32 derniers bits correspondent exactement, cette fois-ci, à une adresse IPv4 publique. Ça signifie quoi? Ben, ça signifie qu'en théorie, vous avez effectivement la capacité de pouvoir utiliser les ressources du protocole ISATAP pour établir des communications IPv6 au-dessus d'une infrastructure IPv4 qui pourrait être par exemple une infrastructure publique ou en tout cas une infrastructure d'accès exploitée par un FAI par exemple. Alors comment fonctionne précisément la mécanique ISATAP? On va le voir dans les quelques transparents suivants. Vous pourrez constater d'ailleurs que ces transparents, je les réutilise pour d'autres techniques de tuning parce que le contexte est bien entendu identique. C'est-à-dire on est confronté à la problématique selon laquelle on dispose de terminaux qui sont a priori des terminaux dual stack, c'est-à-dire qui utilisent à la fois une pile IPv4 et une pile IPv6, et pour ce qui concerne les communications IPv6, eh bien ces terminaux souhaitent pouvoir dialoguer avec un serveur de contenu qui serait par exemple connecté sur un réseau IPv6, le réseau IPv6 dans le contexte ISATAP pouvant être une partie de l'intranet de l'entreprise. Pour chacune de ces techniques de tunneling, vous avez également un autre point commun, qui est la disponibilité d'un routeur spécifique qui se trouve situé à la frontière entre le monde IPv4 d'un côté et le monde IPv6 de l'autre. Et donc c'est ce routeur-là, qui est par définition un routeur de stack, qui va être capable de véhiculer le trafic IPv6 encapsulé dans des paquets IPv4 émis par les terminaux ISATAP
et à destination du routeur ISATAP pour ensuite décapsuler le contenu IPv6 de ces paquets IPv4 pour acheminer le trafic IPv6 d'une manière native vers le serveur de contenu auquel souhaite accéder le terminal ISATAP correspondant. Alors, pour être tout à fait précis, la procédure ISATAP va s'appuyer sur un certain nombre d'étapes élémentaires. La première étape, pour un terminal ISATAP connecté au réseau intranet de l'entreprise, va consister à récupérer l'information d'accessibilité du routeur ISATAP, de façon à permettre l'établissement automatique du tunnel qui va véhiculer le trafic IPv6 dans des paquets IPv4. Typiquement, le terminal ISATAP va générer une requête DNS en s'appuyant sur le protocole IPv4, cette fois-ci comme protocole de transport, de façon à ce que lorsque le serveur DNS de l'entreprise va recevoir cette requête DNS, la réponse permettra au terminal ISATAP de déterminer quelle est l'information d'accessibilité qui pourra lui permettre de dialoguer avec le routeur ISATAP. Ça, c'est la première étape. Pour un terminal ISATAP, récupérer l'information d'accessibilité du routeur ISATAP. Encore une fois, ce routeur ISATAP, que dans d'autres systèmes on appelle des relais, sont des routeurs qui se situent à la frontière des réseaux IPv4 et IPv6. Dans le contexte ISATAP, encore une fois, le réseau IPv6 peut constituer une partie du réseau d'entreprise, mais les dernières versions de la spécification vous autorisent d'utiliser les ressources du protocole ISATAP pour établir des tunnels au-dessus d'une infrastructure publique en vous appuyant sur l'utilisation d'adresses globales IPv4 le cas échéant. Alors, une fois la réponse du serveur DNS reçue, on va avoir une procédure qui est une procédure typique du protocole IPv6 qu'on n'a pas eu l'occasion d'aborder, mais je pense que d'autres webinaires seront organisés pour vous expliquer, je dirais, la machinerie protocolaire de la suite de protocoles IPv6, et en particulier les ressources d'un protocole qui constitue la pierre angulaire de la mécanique protocolaire IPv6, qui est la version 6 du protocole ICMP, Internet Control Message Protocol, qui est en fait la base qui permet aux terminaux IPv6 de pouvoir accéder aux ressources d'un service de connectivité IPv6. Alors plus précisément, à réception de la requête, de la réponse DNS fournie par le serveur DNS, le serveur ISATAP, dans une deuxième étape, va générer ce qu'on appelle un router solicitation, c'est-à-dire grosso modo, il va se manifester auprès du routeur ISATAP, qui sert encore une fois de passerelle entre le monde IPv4 et IPv6, pour lui demander quelles sont les informations de configuration IPv6 dont il a besoin pour établir non seulement le tunnel ISATAP entre ce terminal ISATAP et le routeur ISATAP, mais également pour accéder à l'ensemble des informations de routage qui lui permettront de générer du trafic IPv6 à destination de terminaux qui seraient connectés quelque part sur le réseau IPv6. À réception du message router solicitation, qui encore une fois est un message qui va être encapsulé dans des paquets IPv4, selon le schéma d'encapsulation que l'on a brièvement regardé lors des toutes premières slides de cette présentation, le routeur ISATAP va générer ce qu'on appelle un router advertisement, qui est un autre type de message défini dans la spécification du protocole ICMPv6 et qui va lui consigner un certain nombre d'informations sur le préfixe à utiliser pour former son adresse IPv6, pour que le terminal ISATAP puisse former son adresse IPv6. Il va également, le cas échéant, en fonction des capacités de l'OS qui est embarqué dans le terminal ISATAP et des capacités du routeur ISATAP, il a la possibilité de véhiculer des informations relatives à la MTU, c'est-à-dire la Maximum Transfer Unit, c'est-à-dire la taille maximale de paquets IPv6 qu'il sera autorisé à transmettre. Il aura également des informations qui pourraient être des informations de route par défaut, c'est-à-dire la route qui doit être systématiquement utilisée pour générer le trafic IPv6 à destination du réseau IPv6. Donc, à réception du message router advertisement qui est généré par le routeur ISATAP à l'issue de la réception du message router solicitation, le terminal ISATAP disposera de l'ensemble des informations de configuration dont il a besoin pour bénéficier du service de connectivité IPv6. Ce service de connectivité IPv6 va encore une fois s'appuyer sur les ressources du tunnel ISATAP qui sera donc automatiquement et dynamiquement établi entre chacun des terminaux ISATAP connectés sur le réseau intranet de l'entreprise et le routeur ISATAP qui sert de passerelle entre le monde IPv4 et le monde IPv6. Plus précisément, pour la formation des adresses
IPv6 proprement dite. Je me place dans un contexte où on utilise, bien entendu, pour l'intranet IPv4, a priori, un plan de numérotation conforme aux recommandations du RFC 1918. Donc, ce sont des adresses privées. Je prends l'exemple ici de ce terminal ISATAP qui utilise comme adresse privée de raccordement de son interface au réseau local de l'entreprise, l'adresse 192.168.2.63, et donc conformément à la spécification ISATAP, et en fonction des informations qui ont été véhiculées dans le message routeur advertisement généré par le relais ISATAP, le terminal ISATAP va former son adresse IPv6 qu'il utilisera pour communiquer ou pour établir une communication IPv6 avec le reste du monde IPv6, si je peux le dire comme ça, et en particulier pour accéder au contenu IPv6 qui est disponible sur la partie IPv6 du réseau. Et donc la procédure est évidemment reproduite pour chacun des terminaux ISATAP qui sont connectés à l'intranet d'entreprise et qui donc par conséquent souhaitent utiliser les ressources du protocole ISATAP pour accéder à l'internet IPv6. En termes de routage, c'est relativement trivial. Une fois les adresses IPv6 formées, chacun des terminaux ISATAP va installer typiquement deux routes telles qu'elles sont mentionnées dans ce transparent. La route par défaut, généralement que l'on matérialise par ce formalisme-là. Je pense que Brice a eu l'occasion de brièvement l'évoquer hier, qui indique typiquement que l'intégralité du trafic IPv6 qui est généré par ce terminal ISATAP doit systématiquement emprunter les ressources du tunnel ISATAP qui est établi entre ce terminal et le relais ISATAP. Et donc, systématiquement, l'intégralité des paquets IPv6 encapsulés dans les paquets IPv4 et générés par les terminaux ISATAP seront reçus par le relais ISATAP qui se chargera alors, à réception de ce trafic-là, de décapsuler le contenu IPv6 de ces paquets IPv4 pour ensuite acheminer d'une manière native ce trafic IPv6 vers le contenu disponible quelque part sur le réseau IPv6, soit de l'entreprise, soit de l'Internet IPv6. Et bien entendu, l'autre route, en fait, matérialise le préfixe finalement /64 qui est utilisé en particulier par les terminaux ISATAP pour former le propre RLEF. Et donc, c'est typiquement une interface qui correspond à l'interface ISATAP telle qu'elle est définie sur le terminal ISATAP proprement dit. Donc, ça, c'est quelque chose qui est disponible d'une manière native depuis certaines générations de l'environnement Windows, que ce soit Windows XP et plus récemment Windows Vista ou Windows 7 et Windows 8 pour les versions les plus récentes. Et vous avez donc la possibilité, notamment au sein d'une entreprise, de pouvoir utiliser les ressources du protocole ISATAP pour, encore une fois, établir des communications IPv6 au-dessus de votre infrastructure IPv4. On va maintenant passer à la technique 624, parce que je vois que le temps passe assez rapidement. Donc vous avez là une technique qui a été standardisée par l'IETF. Cette technique... Pardon? Tout de suite. Ah. Non, je dans 30 minutes. Non, je l'arrête en chat, là. Vas-y, continue. Ok. Donc, j'aborde maintenant la technique 624. 624 est une technique qui a été standardisée par l'IETF et qui est documentée dans le RFC 3056. La vocation de 624, c'était de pouvoir permettre l'établissement de communication IPv6 au-dessus d'infrastructures IPv4. Merci de couper vos micros. Je suis en ligne, en fait. Est-ce que Fabrice veut bien, couper ton micro ou Ramanou veulent bien couper leur micro, s'il vous plaît? Merci. Donc, 624 est une technique qui a pour vocation d'établir dynamiquement des tunnels permettant l'établissement de communication IPv6 au-dessus d'une infrastructure IPv4 qui est à fortiori une infrastructure publique, donc typiquement l'Internet IPv4. Pour cela, IPv6 utilise, et c'est encore une fois une information que vous a communiqué Brice hier, ce qu'on appelle un préfixe bien connu, qui n'est utilisé qu'à des fins d'établissement des tunnels 624 et qui est donc le 2002/16. Le format des adresses IPv6 qui sont utilisées dans un contexte 624 est un format qui est différent de celui qui a été brièvement présenté pour le protocole ISATAP, puisque cette fois-ci, la représentation de l'adresse IPv4 qui est systématiquement utilisée et consommée, si je peux le dire comme ça, et qui conditionne l'établissement du tunnel, se trouve immédiatement associée
au 2002/16 qui correspond au préfixe 624. Si vous vous souvenez, pour ce qui concerne le protocole ISATAP, l'information renseignant l'adresse IPv4 du terminal ou du routeur est une adresse qui figurait dans les derniers 32 bits de l'adresse IPv6 et donc dans la partie Interface ID de l'adresse IPv6. En 624, le positionnement de cette information caractéristique de l'adresse IPv4 est une information que l'on va trouver dans les 64 premiers bits de l'adresse IPv6 qui est utilisée pour l'établissement du tunnel 624. Alors, on va retrouver le schéma classique que j'ai présenté pour ISATAP. Simplement, vous avez ici une différence d'environnement, si je peux le dire comme ça, qui est un peu significative, au sens où, cette fois-ci, a priori, la technique 624 vous permet d'établir des communications IPv6 au-dessus d'une infrastructure publique. Ça signifie en particulier que les points de terminaison du tunnel 624 s'appuient sur l'utilisation d'adresses publiques IPv4 et uniquement des adresses publiques IPv4. Vous avez un cas typique qui a fait l'objet d'ailleurs des premiers services de connectivité IPv6 qui étaient disponibles aux États-Unis, indépendamment de l'utilisation du protocole Teredo qu'on va voir tout à l'heure. Un cas typique, c'est le CPE, c'est-à-dire la Home Gateway que vous déployez chez votre client, qui raccorde donc ce client à votre réseau et qui est un routeur 624 à part entière, c'est-à-dire un routeur qui sera l'un des points de terminaison du tunnel 624 qui sera établi avec, eh bien, on va retrouver cette notion de passerelle ou de relais au sens de la spécification 624 qui fait donc la frontière entre l'Internet IPv4 et l'Internet IPv6. Donc je ne suis pas aussi brillant que Brice pour manipuler les différents outils WebEx, mais l'idée, là encore, c'est bien d'établir un tunnel au-dessus de l'infrastructure IPv4, l'Internet IPv4, entre typiquement le CPE qui est installé chez votre client, ADSL par exemple, et le relais 624 qui fera donc la frontière entre l'Internet IPv4 et l'Internet IPv6. J'ai mentionné à titre indicatif sur cet exemple, parce que rien n'interdit de le faire en fonction des caractéristiques de votre terminal, bien entendu, vous avez également la possibilité d'établir un tunnel entre une machine terminale qui aurait des fonctions de routage et le relais 624 proprement dit, d'où la mention de ce cas de figure dans cette image, sachant qu'aujourd'hui, encore une fois, dans un contexte typique d'ingénierie 624, c'est préférentiellement le CPE qui est installé sur le site client qui va être le point de terminaison des tunnels. Ça signifie en particulier que le trafic IPv6 qui est généré passe au terminal connecté au routeur 6PE, c'est-à-dire au routeur 624, c'est-à-dire votre CPE installé sur le site client, sera du trafic qui sera acheminé d'une manière native, bien sûr, sur le réseau local. Le trafic IPv6 correspondant sera ensuite encapsulé par ce routeur 624 pour être véhiculé dans des paquets IPv4 qui seront acheminés vers le relais 624. Charge ensuite à ce relais 624 de décapsuler ces paquets IPv4 pour en retirer le contenu IPv6 et pour ensuite acheminer ce contenu IPv6 vers le terminal IPv6 avec lequel ce terminal connecté derrière ce CPE souhaite effectivement communiquer. On retrouve toujours ce même principe qui consiste à établir des tunnels pour véhiculer du trafic IPv6 dans des paquets IPv4. Le deuxième point commun de ces techniques de tunneling, c'est que ces techniques s'appuient pour l'établissement du tunnel sur l'utilisation systématique d'adresses IPv4. Dans le cas d'ISATAP, ces adresses IPv4 peuvent être soit des adresses privées, parce qu'initialement la spécification ISATAP a été conçue pour déployer des services de connectivité IPv6 dans des infrastructures d'entreprise, mais ça peut être également des adresses publiques, et c'est le cas systématique de l'environnement 624, où vous utilisez typiquement l'adresse globale IPv4 que vous affectez à l'interface WAN de raccordement de votre CPE au réseau Internet IPv4 pour l'établissement et pour l'identification de l'un des points de terminaison du tunnel 624. Alors on va retrouver en termes de formation d'adresse une mécanique très comparable à celle qu'on a brièvement évoquée pour la présentation du protocole ISATAP. Simplement, on s'appuie sur le formalisme qui est défini dans la spécification 624 et nous avons ici en fait la reprise des informations qui étaient mentionnées dans le transparent précédent, avec en particulier la prise en compte des adresses globales ou publiques IPv4 si vous préférez, qui sont affectées en l'occurrence à ce CPE et qui permettent de raccorder ce CPE au réseau Internet IPv4. Et donc c'est une adresse IPv4 qui sera
utilisé pour l'établissement du tunnel 624 avec le relais 624. Donc c'est ce qu'indique typiquement cette figure, où cette fois-ci le préfixe IPv6 utilisé pour la formation des adresses IPv6 et s'appuie bien entendu sur le préfixe bien connu qui est le 2002/16, et ensuite la gestion de votre plan de numérotation IPv6 s'appuie en particulier sur les recommandations qu'a pu évoquer Brice. J'ai pris ici l'exemple typique d'un /48, et donc la formation des adresses IPv6 correspondantes à la fois par les terminaux IPv6 proprement dit, puisque le CPE va générer en particulier des messages router solicitation qui permettront au terminal IPv6 de former leur adresse IPv6 selon le formalisme 624, de façon à générer le trafic IPv6 correspondant, qui sera encore une fois encapsulé par le routeur 624 dans des paquets IPv4 qui seront acheminés au relais 624 qui fait la frontière entre l'Internet IPv4 et l'Internet IPv6, charge ensuite à ce relais 624 de décapsuler le contenu des paquets IPv4 pour en retirer le contenu IPv6 qui sera ensuite acheminé vers le serveur de contenu IPv6 connecté quelque part sur l'Internet IPv6. En termes de routage, là encore, c'est relativement trivial, puisque vous retrouvez le principe selon lequel les terminaux vont en particulier affecter une route par défaut qui sera la route qui permettra à ce terminal IPv6 de pouvoir accéder au CPE qui dispose des fonctions 624 requises, et donc en particulier des fonctions d'encapsulation du trafic IPv6 dans des paquets IPv4, et l'utilisation bien sûr du 2002/16 comme étant le préfixe bien connu qui est utilisé pour l'établissement des tunnels 624. Et naturellement, pour chaque routeur 624, il va installer une route qui va coïncider exactement avec le préfixe bien connu de la spécification 624. Cette route va lui indiquer quelle décision d'acheminement il doit prendre pour véhiculer le trafic IPv6, bien entendu, à destination du relais 624. Donc là encore, on a affaire à un processus d'établissement dynamique de tunnel 624, et à partir de l'établissement dynamique de ce tunnel 624, moyennant l'utilisation systématique d'une adresse IPv4, qui dans le contexte 624 est forcément une adresse publique IPv4, vous aurez la capacité de pouvoir communiquer avec l'Internet IPv6. Alors, il y a quelques défauts à 624 que j'ai brièvement résumés dans cette slide. On pourra y revenir si vous le souhaitez. Il y a essentiellement 3 défauts qui sont bien connus de 624. Le premier défaut, c'est que 624, par définition, consomme une adresse publique IPv4, ce qui n'est pas nécessairement une bonne chose dans ce contexte de pénurie d'adresses globales IPv4, tel que l'a rappelé Brice hier dans l'introduction de sa présentation. Le deuxième défaut, c'est qu'on s'appuie sur un préfixe bien connu qui est un /16, ce qui signifie en particulier que pour l'acheminement du trafic retour, c'est-à-dire par exemple la réponse à une requête HTTP qui serait générée en IPv6 par votre terminal à destination d'un serveur de contenu IPv6, eh bien l'acheminement de la réponse correspondante telle que forgée par le serveur de contenu IPv6 pourrait emprunter une route qui soit sous-optimale et qui soit de nature à dégrader finalement le niveau de qualité associé à l'accès au contenu proprement dit, par exemple en termes de latence, en termes de temps de transit, voire même en termes de taux de perte de paquets. Et ça, c'est lié au fait que le tunnel 624 et le routage 624 s'appuient précisément sur un préfixe qui est le préfixe /16, et cette longueur de masque est précisément de nature à dégrader le routage sur ce qu'on appelle la voie retour. Le troisième inconvénient de 624, qui est un inconvénient assez important, comme vous le devinerez sans doute sur la base de ce que Brice a présenté en début d'après-midi, c'est que lorsque vous êtes un fournisseur de services IPv6 qui a choisi de déployer d'abord une ingénierie 624 et qui souhaite ensuite passer vers par exemple une ingénierie dual stack et qui s'appuie en particulier sur le préfixe qui vous a été attribué par la FRENIC, que ce soit un /32 ou dans l'exemple que montrait Brice à l'instant un /24 ou un /28, vous êtes obligé de tout renuméroter, notamment dans les équipements de votre infrastructure d'accès. Vous avez vu que la manipulation des adresses IPv6 n'est pas quelque chose d'intuitif, c'est généralement sujet à des erreurs de configuration qui sont relativement naturelles lorsqu'il s'agit de déclarer une adresse IPv6 qui sera ajoutée à une interface. Et donc ce travail de renumérotation est un travail qui peut se révéler complexe et parfois de nature à exposer finalement le fournisseur de service à une dégradation du service de connectivité IPv6.
Et ça, c'est lié au fait, encore une fois, que la spécification 624 impose l'utilisation d'un préfixe particulier qui est le 2002/16. Alors, en réponse à ces inconvénients-là, il y a je dirais, ce que j'appellerais une variante de 624 qui est ce qu'on appelle le 6RD. Alors, 6RD, théoriquement, ça signifie IPv6 Rapid Deployment, c'est-à-dire déploiement rapide. Il faut également savoir que le concepteur de la technique 6RD est quelqu'un qui s'appelle Rémi Després, et donc RD pourrait également rappeler le fait que c'est bien l'auteur de la spécification qui a donné son nom à la spécification elle-même. Indépendamment de cela, en fait, 6RD résout deux des problèmes qui sont caractéristiques de 624. Le premier problème, c'est l'utilisation d'un préfixe maintenu 2002/16. Dans un environnement 6RD, vous remplacez finalement le préfixe 624 bien connu, qui est donc le 2002/16, par le préfixe IPv6 qui vous a été attribué par votre registre régional ou votre registre local, le cas échéant. Ça veut dire, pour reprendre l'exemple de Brice dans sa présentation précédente, ça signifie que si vous voyez affecter un /24, vous avez la possibilité d'établir des tunnels qui ne seront plus des tunnels 624, mais bien des tunnels 6RD, en utilisant les ressources de ce préfixe et uniquement de ce préfixe. C'est-à-dire que l'établissement des tunnels 6RD s'appuie sur le préfixe qui a été attribué au fournisseur de services. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie en particulier que pour ce qui concerne l'acheminement du trafic retour dans les tunnels 6RD, vous avez toujours un relais 6RD qui est déployé à la frontière entre l'Internet IPv4 et l'Internet IPv6, mais en termes de routage, vous avez la possibilité d'utiliser en 6RD ce qu'on appelle la route la plus spécifique, qui ne sera certainement pas le /16, mais qui sera par exemple le /64, c'est-à-dire en fait le préfixe délégué 6RD qui permettra d'acheminer d'une manière optimale le trafic retour vers le site de vos clients. Donc la première correction apportée, ou amélioration si vous voulez, apportée par la technique 6RD par rapport à 624, c'est que les tunnels 6RD s'appuient sur les préfixes IPv6, le préfixe IPv6 qui a été affecté à l'opérateur. Et par conséquent, la deuxième amélioration apportée par 6RD, c'est qu'évidemment, on n'a plus besoin de renuméroter en IPv6. En France, il y a un opérateur qui s'appelle Free, qui a ouvert un service de connectivité IPv6 en 2007. Et ce service de connectivité IPv6 s'appuie sur une première implémentation en fait, de 6RD. Aujourd'hui, Free a fait le choix de décommissionner son ingénierie 6RD pour migrer vers une infrastructure d'Allstack, mais en termes de renumérotation, il n'y a rien à faire, puisqu'il continue de s'appuyer, en l'occurrence sur le /32 qui a été affecté par le RIP à l'opérateur Free, et donc le processus de renumérotation n'est absolument pas indispensable, puisque Free avait effectivement fait le choix d'utiliser une ingénierie 6RD. Donc il y a au moins deux des principaux inconvénients de 624 qui sont résolus par l'introduction de 6RD. Bien entendu, il reste toujours l'inconvénient de la consommation d'une adresse IPv4. Même si la spécification 6RD autorise l'utilisation d'une adresse IPv4 qui peut être une adresse privée, ça pose d'autres problèmes, notamment le problème du principe de l'acheminement du trafic IPv4 s'appuyant sur un plan de numérotation privé dans une infrastructure d'accès exploitée par un fournisseur d'accès à Internet. Ça pose des problèmes qui peuvent être des problèmes de boucle de routage, ça pose des problèmes de cohérence et de gestion complexe du plan de numérotation IPv4 privé. Et s'il s'agit évidemment de continuer d'établir des tunnels 6RD en s'appuyant sur les ressources d'adresse publique IPv4, donc typiquement l'adresse IPv4 publique qui est affectée à l'interface WAN de raccordement du CPE du client au réseau Internet IPv4, eh bien on ne résout évidemment pas la problématique de la pénurie d'adresses globales IPv4, et je dirais d'une manière générale que les services de connectivité IPv6 qui s'appuient sur ce type de technique de tuning sont des services qui ont un intérêt à très court terme, c'est-à-dire qui permettent à des opérateurs de pouvoir rapidement déployer un service de connectivité IPv6, mais qui ne sont pas durables, c'est-à-dire qui n'ont pas la capacité de pouvoir prendre en compte la base clientèle qui serait typique d'un fournisseur d'accès à Internet et qui évidemment se chiffre en plusieurs dizaines de milliers de clients. Ça pose
par nature des techniques de tuning, des problèmes de performance, des problèmes de déploiement à l'échelle qui sont de nature à dégrader les performances de commutation des concentrateurs du tunnel, c'est-à-dire ces fameux routeurs relais qui se trouvent situés à la frontière entre le monde IPv4 et le monde IPv6. Donc je dirais d'une manière un peu triviale ou un peu sommaire pour résumer, que les techniques de tunneling telles qu'on les a vues jusqu'à présent sont des techniques qui sont de nature à facilement déployer un service IPv6, de connectivité IPv6 dans le court terme, mais qui, dans le long terme, seront dans l'incapacité de pouvoir répondre à la demande de connectivité IPv6 qui puisse tenir compte en particulier du volume de clients associés et qui auront souscrit à ce service de connectivité IPv6, et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles l'exemple de Free que je citais tout à l'heure choisit aujourd'hui de décommissionner son ingénierie 6RD pour passer sur une infrastructure d'Allstack. Alors voilà ce que je voulais dire sur 6RD, je vais tâcher d'accélérer, je n'ai pas tout à fait terminé avec les techniques de tuning, il en est une qui est disponible depuis un certain temps déjà, c'est aussi une spécification Teredo, qui a été documenté dans le RFC 4380. La grande caractéristique ou la grande différence de Teredo par rapport aux autres techniques de tuning que l'on a vues très rapidement aujourd'hui, c'est-à-dire que ce soit ISATAP, 624 ou 6RD, c'est que cette fois-ci, le tunnel s'affranchit fondamentalement du fait que votre fournisseur de service exploite ou pas un service de connectivité IPv6. Dans les autres techniques de tuning que l'on a vues aujourd'hui, ça suppose de toute façon l'installation et l'exploitation d'un routeur relais qui va concentrer l'ensemble des tunnels établis soit entre votre CPE et donc ce relais routeur, ou soit entre, le cas échéant, entre un terminal IPv6 et le relais routeur. Dans le contexte de Teredo, on n'a plus cette notion de relais routeur, on a plutôt la notion de serveurs Teredo qui sont indépendants de l'exploitation ou de la disponibilité d'un service de connectivité IPv6 tel qu'il pourrait être fourni par votre opérateur. Donc là, évidemment, le gros intérêt de Teredo, c'est que aujourd'hui, techniquement, dès l'instant que vous disposez d'un PC, par exemple un PC Windows, des dernières générations, au moins à partir de Windows XP et donc plus récemment Vista ou 7 ou 8, vous avez d'ores et déjà la capacité de pouvoir finalement tester ce que serait un service de connectivité IPv6 en vous appuyant sur les ressources du protocole Teredo et encore une fois, indépendamment du fait que votre fournisseur de service fournisse ou pas un service de connectivité IPv6. Alors, la technique utilisée s'appuie sur un mode d'encapsulation qui est un peu différent de celui que j'ai présenté brièvement tout à l'heure pour les autres techniques de tuning, puisque cette fois-ci, le trafic IPv6 n'est plus encapsulé directement dans des paquets IPv4, mais plutôt dans des paquets UDP, User Datagram Protocol. Donc on utilise des ressources de la couche transport en mode sans connexion, qui est caractéristique du protocole UDP, pour véhiculer le trafic IPv6. Alors très rapidement, le format d'une adresse IPv6 utilisée dans un contexte Teredo s'appuie là encore sur les ressources d'un préfixe bien connu, qui est codé sur 32 bits, et qui est le 2001/32, donc qui identifie explicitement le fait que le trafic correspondant IPv6 utilise des ressources d'un tunnel Teredo. Et puis vous avez d'autres indications en fait dans votre adresse IPv6 Teredo, et en particulier l'indication du serveur Teredo avec lequel le tunnel Teredo sera établi. Cette liste qui est rappelée ici, en fait, vous donne la liste des serveurs Teredo disponibles, et lorsque vous activez Teredo sur votre machine, vous avez un processus de découverte automatique, un petit peu à la manière, pour les plus anciens d'entre nous, de ce qu'on appelait l'Explorer Frame en token, c'est-à-dire en fait un paquet ICMPv6 qui va être chargé de découvrir la disponibilité et l'accessibilité des serveurs Teredo avec lesquels votre terminal aura la capacité de pouvoir établir un tunnel pour communiquer ou pour établir une communication IPv6 avec l'Internet IPv6. C'est ce qui est indiqué ici. En fait, l'echo-reply, c'est-à-dire la réponse au ping ICMPv6 qui est généré par le terminal Teredo, va être traité par le serveur Teredo qui sera le plus proche, au sens du routage IP, le plus proche du terminal IPv6 qui a généré le ping, et va donc servir de point d'ancrage pour l'établissement du tunnel Teredo proprement dit. Alors, il y a quelques subtilités dans une opération Teredo qui sont notamment liées au fait
que l'établissement d'un tunnel Teredo est conditionné par la nature de la fonction de translation d'adresse qui est embarquée généralement dans le CPE qui vous raccorde à l'Internet IPv4. Si vous êtes dans des clients d'un fournisseur d'accès à Internet qui fournit un service ADSL, par exemple, vous savez que le CPE qui est installé chez vous intègre systématiquement aujourd'hui une fonction de translation d'adresse par défaut, de façon en particulier à optimiser l'utilisation du plan de numérotation IPv4 pour vous permettre d'accéder à l'Internet IPv4. Et l'établissement du tunnel Teredo est conditionné par la nature du NAT. Vous savez qu'il existe plusieurs formes de NAT, ce qu'on appelle du full cone, du half cone. Et donc, lorsque vous allez générer le paquet ICMS6, vous aurez la capacité en Teredo de pouvoir déterminer si le tunnel peut effectivement être établi ou pas. Et donc, par conséquent, il y a des limitations. Ça signifie en particulier que vous êtes dans l'incapacité d'établir un tunnel Teredo lorsque le trafic IPv6 doit traverser des nattes symétriques. Ça, c'est lié en particulier aux mappings qui seront différents selon la destination. C'est ce qui est indiqué dans cette figure pour un client donné. Et donc, dans ce contexte de nattes symétriques, vous êtes dans l'incapacité d'établir le tunnel Teredo. Dieu merci, aujourd'hui, les nattes symétriques sont relativement peu déployées à ma connaissance, en tout cas dans la plupart des CPE que l'on installe, les CPE que l'on installe chez nos clients n'utilisent pas ce type de NAT, et donc chacun de nos clients a par définition et théoriquement la capacité de pouvoir utiliser les ressources du protocole Teredo pour accéder à l'Internet IPv6. Alors bien entendu, il y a d'autres limitations de Teredo qui sont très comparables à celles que j'ai brièvement évoquées tout à l'heure pour les autres techniques de tunnel. Teredo reste par définition une technique de tunnel, et donc en particulier, on va être confronté à des problèmes de performance et de disponibilité qui sont cette fois-ci plus contraignantes que celles que je pouvais évoquer le cas échéant dans les autres techniques du tunneling, parce qu'il n'y a pas nécessairement une pléthore de serveurs Teredo qui sont disponibles sur l'Internet, et donc en fonction de l'heure à laquelle vous souhaitez vous connecter, eh bien, il est possible que le serveur Teredo en question mette du temps à répondre. D'une manière générale, mon expérience personnelle a montré que l'utilisation de Teredo était souvent exposée à des dégradations assez sensibles, notamment lorsque vous souhaitez par exemple établir une communication voix sur IP s'appuyant sur les ressources du protocole IPv6, ce qui est techniquement possible avec Teredo, mais il faut vous attendre à des temps de latence qui sont souvent incompatibles avec la nature du service temps réel tel qu'un service de voix sur IP. Il y a d'autres caractéristiques, en particulier sur le fait que vous allez établir en fait autant de tunnels qu'il y a de terminaux connectés derrière votre CPE, contrairement à 624 où, je vous le rappelle, dans 624, le tunnel est finalement établi est généralement établi entre le CPE installé chez vous et le relais routeur 624. Là, vous allez établir autant de tunnels qu'il y a de terminaux finalement connectés derrière votre CPE. Et ça, c'est lié au fait, évidemment, qu'on dispose d'une adresse IPv6 qui est une adresse IPv6 unique par point de terminaison de tunnel. Donc avec, là encore, des perspectives de dégradation en fonction de la disponibilité et du comportement du système opérateur. Néanmoins, ce qu'il faut retenir de Teredo, c'est effectivement l'indépendance vis-à-vis de la nature des services de connectivité qui peuvent être fournis par votre fournisseur d'accès à Internet, et donc vous avez d'ores et déjà la possibilité de pouvoir exploiter un service de connectivité IPv6 s'appuyant sur l'établissement de tunnel Teredo pour voir un petit peu à quoi ressemble finalement un service de connectivité IPv6. Voilà, j'en ai terminé pour les techniques de tunnel. Je vois il nous reste 10 minutes avant la fin de ces sessions. La slide double pile en fait est unique. Donc, parce que c'est probablement ce qu'il y a de plus intuitif en termes de technique de migration, puisque, en fait, typiquement dans un environnement d'OSTAC, ça consiste, encore une fois, à ajouter une pile IPv6 en plus d'une pile IPv4, et donc les terminaux ont la capacité de pouvoir dialoguer en IPv4 ou en IPv6, bien entendu, en fonction de la nature de leur interlocuteur ou de la nature du contenu auquel ils souhaitent accéder. Et le gros intérêt d'une architecture double pile, c'est que l'introduction d'IPv6 peut être progressive. C'est-à-dire que vous avez par exemple la capacité, au sens du réseau, de pouvoir migrer vos routeurs de périphérie en introduisant et en activant une pile IPv6, tout en vous affranchissant de migrer les routeurs de cœur de votre réseau. Pour cela, vous pourrez vous appuyer par exemple sur les ressources d'une technique que l'on appelle 6PE, où finalement seuls les routeurs de périphérie de votre backbone deviennent des routeurs d'all-stack à part entière, et vous continuez d'utiliser MPLS
comme la technique de commutation privilégiée du plan de transfert pour acheminer indifféremment le trafic IPv4 et le trafic IPv6. Le gros intérêt finalement de DualStack, c'est que l'introduction d'IPv6 est aussi transparente que possible vis-à-vis de votre client. Contrairement à d'autres techniques, en particulier les techniques de tunneling qui généralement supposent une évolution assez sensible des capacités fonctionnelles du CPE que vous installez chez votre client, aujourd'hui on considère que l'ensemble des CPE disponibles sur étagère disposent d'une pile IPv6 qu'il suffit simplement d'activer dans un contexte DualStack pour vous permettre une communication native en IPv6. C'est-à-dire que le trafic IPv6 généré par vos terminaux ne sera pas encapsulé dans des paquets IPv4, il sera nativement acheminé au même titre que l'est le trafic IPv4 dans votre réseau d'infrastructure. Donc évidemment, c'est une option que, par exemple, Orange a choisi de privilégier, mais avec beaucoup d'autres opérateurs, parce que c'est une stratégie de migration qui est une stratégie de migration durable, qui est techniquement plus facile à maîtriser que les techniques de tuning, notamment du point de vue des performances et du facteur d'échelle que j'évoquais brièvement tout à l'heure, et qui permettent également de préserver l'impact sur les budgets OPEX et CAPEX lorsque vous choisissez de déployer une architecture DualStack. Je vais terminer cette présentation par 2 slides qui reflètent un contexte qui est aujourd'hui considéré encore comme un contexte relativement marginal. En fait, c'est le contexte dans lequel on souhaite garantir à des terminaux qui, pour une raison ou pour une autre, ne seraient capables d'utiliser qu'une seule pile IP, et en l'occurrence une pile IPv6, garantir à ces terminaux-là qu'ils peuvent accéder à l'Internet IPv4. Alors vous pouvez me dire aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de terminaux qui ne seraient capables d'utiliser qu'une seule pile IPv6. En fait, ce contexte-là est associé généralement à 2 marchés. Le marché des services de communication machine à machine, qui s'appuie notamment sur le déploiement de réseaux de capteurs. Les capteurs sont des technologies très particulières qui sont notamment caractérisées par des contraintes extrêmement fortes en termes de ressources CPU et en termes de ressources énergétiques. Et c'est pour ça que les technologies des capteurs aujourd'hui ne peuvent s'appuyer que sur une seule pile IP, et a fortiori ce sera une pile IPv6. Donc on serait dans un contexte de service machine à machine où par exemple, à partir de votre smartphone, qui serait connecté à l'Internet IPv4, vous auriez la capacité de générer un ensemble de commandes vers vos capteurs déployés chez vous pour, par exemple, piloter votre système d'éclairage ou gérer des capteurs de détection de fumée ou de détection de mouvement. Ça, c'est le premier marché. Le deuxième marché, c'est le marché des mobiles, et en particulier de l'explosion du trafic mobile. Aujourd'hui, la plupart des fabricants de terminaux mobiles assument le support d'une double pile, IPv4 et IPv6. En termes d'ingénierie, mais ce ne sera pas l'objet de cette présentation, on considère que de ne solliciter qu'une seule pile IPv6 depuis un terminal mobile permet en particulier d'optimiser la bande passante dans l'infrastructure d'accès du réseau mobile et en particulier d'optimiser la gestion ce qu'on appelle les contextes PDP qui vous permettent d'établir du trafic paquet entre votre terminal mobile et le GGSN ou l'équivalent en 4G qui est la Packet Gateway qui vous permet ensuite d'accéder à Internet. Donc là, c'est bien 2 contextes particuliers, mais néanmoins non négligeables, qui justifient aujourd'hui ces travaux sur cette fonction de translation. Donc, en fait, là, on va retrouver une fonction de translation d'adresse, qui est une fonction de translation un peu particulière par rapport à celle que vous connaissez dans l'environnement habituel IPv4, et en particulier cette fonction NAT qui est embarquée dans les CPE installés chez vos clients. Aujourd'hui, on parle de fonction NAT64, c'est-à-dire une fonction qui va se charger de convertir finalement le trafic IPv6 qui est systématiquement généré par vos terminaux IPv6 en des paquets IPv4 qui seront ensuite acheminés vers l'Internet IPv4 de façon à permettre ce que l'on appelle la continuité de service IPv4 pour ce type de terminaux. Donc aujourd'hui, il existe des implémentations de NAT64 que je ne vais pas détailler parce que le temps ne nous le permet pas. En fait, on va retrouver de toute façon avec NAT64 les travers bien connus des fonctions de translation d'adresse. Ces travers bien connus ont en particulier été documentés dans le RFC 6269. Et donc typiquement, les premiers tests que l'on a pu conduire sur nos infrastructures mobiles ont montré que l'on ne sait pas établir de communication Skype en utilisant les ressources d'une fonction NAT64, sauf à utiliser ce qu'on appelle des ALG, des Application Level Gateway, qui vont plomber typiquement les performances liées à la fourniture du service et à l'établissement de la communication voix sur IP dans ce contexte Skype. Alors, ça marche de toute façon comme c'est indiqué ici, et sans surprise, le fonctionnement d'une NAT64 est efficace pour n'importe quelle application qui suppose
un échange DNS au préalable, de façon à accéder au contenu auquel l'application souhaite accéder, et par définition, ça ne fonctionne pas pour les applications qui n'utilisent pas les ressources du DNS. Donc là, vous vous retrouvez dans un environnement NAT64 les travers qui sont caractéristiques de n'importe quelle fonction de translation d'ARES. Aujourd'hui, pour le marché des mobiles, tel que je l'évoquais à l'instant, on choisit d'utiliser les ressources d'une fonction qu'on appelle le CLAT, qui est en fait une fonction de translation locale embarquée dans les terminaux mobiles, qui permet finalement de faire comme si l'application utilisée dans votre terminal mobile pouvait s'appuyer sur les ressources d'une pile IPv4 avant d'être finalement véhiculée dans des paquets IPv6, puis ensuite acheminé dans les paquets IPv4 pour accéder au contenu IPv4. Ça, c'est quelque chose qui a été documenté dans le RFC 68-77 et qui est maintenant supporté par de plus en plus de fabricants de terminaux mobiles. On a par exemple eu l'occasion de tester ce type de contexte avec des terminaux Sony Ericsson, des terminaux Google en version Android, etc. Voilà, donc je vois qu'il est bientôt l'heure, on s'approche de la fin de la session, donc je voudrais vous remercier pour votre attention. C'est tout ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous. J'ai bien conscience que ce n'est qu'un vernis, et encore une fois, Brice et moi restons évidemment à votre disposition pour toute question. Merci à tous. And Kevin, I guess I'm done, so I don't know how would you like to proceed right now. Est-ce qu'on pourra poser des questions? Oui, bien sûr, hein, je crois qu'il nous reste un peu de temps. Kevin, how much time do we have to answer the questions? I think it's only 2 minutes, but... Yeah, but you can make it 10 minutes. You can make it 10 minutes. Ok, donc apparemment on a droit à 10 minutes de questions, donc allez-y, on vous écoute, Brice et moi. Pas de questions? Vous pouvez également les poser par écrit en utilisant les ressources du chat qui est disponible en ligne, si vous le souhaitez. Question? Oui? Il y a une question pour toi. Alors, c'est Priscille Nanel qui dit, est-ce qu'elle pourrait avoir la version française de tes slides? Ah, malheureusement. Oui, je ne vous le promets pas, malheureusement, parce que comme je l'indiquais en début de présentation, toutes mes présentations sur IP sont systématiquement rédigées en anglais. Je vais voir ce que je peux faire, mais ça risque de me prendre un peu de temps pour les traduire. Dès qu'elles sont prêtes, je vous les transmettrai. Désolé pour cet inconvénient. Ok, donc comme Christian l'a dit, Kevin, on a 10 minutes, hein, vous avez 10 minutes pour, on va dire maintenant 9 minutes pour poser vos questions sur la présentation des Christian et sur les 2 jours, hein, sur l'ensemble des 2 jours qu'on a eu avec vous. Donc, On dirait que Brice et moi avons été particulièrement clairs. Enfin, en tout cas, vous avez nos coordonnées à Brice et moi, donc encore une fois, si vous souhaitez nous poser des questions offline, c'est tout à fait possible. Hein. Ok. Donc, encore une fois, est-ce que les différentes techniques présentent... Bon, je vois une question. Est-ce que les différentes techniques présentées pourraient toujours être utilisées lorsque tout le monde sera sur IPv6? Alors, Christian, je te la laisse. Je t'envoie la question. D'accord. Il faudrait probablement préciser la question, mais techniquement, oui. La réponse est oui. Et aussi longtemps que vous disposez d'adresses IPv4 qui vous permettront d'établir ces fameux tunnels
avec les routeurs relais. Et très honnêtement, je ne vois pas nécessairement pourquoi du jour au lendemain vous décommissionneriez l'ensemble des ressources IPv4 de votre réseau. Vous aurez toujours la possibilité d'utiliser cette technique de tunneling. Mais encore une fois, l'objectif c'est bien de pouvoir migrer aussi rapidement que possible vers un monde qui serait un monde préférentiellement IPv6 et donc qui en particulier s'appuierait sur des communications natives IPv6. C'est une des raisons pour lesquelles j'insistais sur le fait que les choix d'ingénierie d'Allstack nous semblent plus pertinents que les choix de tunnels à long terme, parce que l'on considère qu'à long terme, évidemment, le trafic IPv6 sera prédominant par rapport au trafic IPv4 et par conséquent, vous affranchirez assez naturellement des problèmes liés aux performances ou aux problèmes de déploiement d'échelle liés à la maintenance des routeurs relais de vos tunnels. Je peux donner un exemple très simple. Aujourd'hui, il y a AT&T aux États-Unis qui a fait le choix d'une ingénierie 6RD pour fournir un premier service de connectivité IPv6. Je discutais avec les responsables AT&T sur le sujet qui me disaient aujourd'hui que sur les 10 millions officiellement revendiqués de clients pour lesquels un tunnel 6RD est établi, il n'y en a pas 20% qui utilisent effectivement au quotidien cette connectivité IPv6. Alors, il y a un problème de communication ou d'éducation, si je peux le dire comme ça, mais le fait est que mon interlocuteur AT&T reconnaissait simplement que si du jour au lendemain, les 10 millions de clients AT&T choisissaient d'utiliser les ressources de leur tunnel 6RD pour accéder à Internet IPv6, ils seraient confrontés à de vrais problèmes de qualité de service. Et donc, ils ont eux aussi un plan de migration vers une infrastructure d'Allstack. Donc, la réponse courte, c'est oui, vous pouvez a priori utiliser ou continuer d'utiliser les techniques IPv6, même lorsque tout le monde sera, les techniques de tunnel IPv6, même lorsque tout le monde sera sur IPv6, mais c'est pas forcément la recommandation que je ferais. Privilégiez toujours l'acheminement natif de votre trafic IPv6, et l'acheminement natif du trafic IPv6, eh bien, c'est plutôt le choix d'une infrastructure double pile qui peut après effectivement évoluer vers une architecture qui serait une architecture uniquement IPv6, où cette fois-ci seul le trafic IPv4 ferait l'objet d'une encapsulation parce qu'on peut aussi supposer qu'il va falloir un certain temps avant que les serveurs de contenu IPv4 disparaissent. Je pense même que d'ici 20 ou 30 ans, il y aura toujours du contenu IPv4 et donc en tant qu'opérateur, il faudra que l'on puisse garantir à nos clients qu'ils auront toujours la capacité à ces contenus-là, même s'ils deviennent extraordinairement minoritaires. Alors, je vois d'autres questions. Je voudrais savoir si c'est la migration à IPv6 qui fait que maintenant, lorsqu'on saisit une adresse sans lettre 3W, qu'on n'atteigne pas l'autre. Non, en fait, comme l'a d'ailleurs très bien indiqué Brice hier, la vraie problématique avec IPv6 du point de vue de l'être humain, c'est justement d'être capable de taper correctement une adresse. Donc c'est pour ça que le service DNS en IPv6 est plus que jamais indispensable. Ça veut dire que si vous tapez par exemple www.google.com, en fonction en fait des accords passés par votre opérateur avec Google, vous avez tout à fait la possibilité de récupérer ce qu'on appelle un PTR quad A, c'est-à-dire un record quad A qui va indiquer explicitement l'adresse IPv6 du serveur Google proprement dite. De ce point de vue, rien ne change fondamentalement en IPv6, si ce n'est que IPv6 évidemment encourage et même oblige quasiment l'utilisation systématique d'un service DNS pour l'internaute pour accéder à l'Internet IPv6. Il n'y aura pas de modification. Le point www.google.com, ça pourrait correspondre à un serveur qui ne serait uniquement qu'un serveur accessible en IPv6, et donc vous utiliserez les ressources du DNS pour accéder au contenu correspondant. Il n'y a pas de souci. L'exposé de la documentation. Oui. Oui, il y a une question qui est de savoir s'il y a des plateformes pour faire des tests. Donc, je vous ai déjà donné la réponse, c'est oui. Effectivement, il y a des plateformes pour faire des tests, pour implémenter un peu toutes ces techniques de transition-là. Donc, il faut s'inscrire sur le site de sysdeploy.eu, sysdeploy.eu, sysdeploy.eu. Quand vous êtes enregistré sur le site, vous créez un compte et ensuite vous faites une demande de réservation
de bancs d'essai pour expérimenter tout ça. Alors, la clinique a 3 bancs d'essai disponibles. Donc, on a d'autres aussi partenaires du projet Deploy qui ont des bancs d'essai disponibles. Donc, vous pouvez tout à fait réserver des bancs d'essai pour faire des tests, des techniques de transition et autres. Merci. J'ai une question en fait. Oui. J'ai une question. En fait, quel sera l'impact lorsque j'ai déjà un réseau VPN sur lequel j'implémente IPv6? Quel sera son impact sur les techniques de tunneling? Alors, la question c'est quel est l'impact d'un réseau VPN sur les techniques de tunneling, c'est ça? Oui. J'ai déjà un réseau VPN sur lequel j'ai implémenté IPv6. Oh. Un réseau VPN sur lequel vous avez implémenté IPv6, c'est ça? Oui. Ah ben, si votre réseau VPN implémente IPv6, a priori, la technique que vous utilisez, c'est 6VPE, par exemple. Et donc, à ce titre, vous n'avez pas besoin de technique de tunnel. C'est-à-dire, l'environnement 6VPE est un environnement très comparable au VPN BGP MPS tel que documenté dans le RFC 4364. Simplement, au lieu d'annoncer des routes VPN au sens des VPN BGP MPS, vous annoncez des routes IPv6 entre PE. Et donc, vous utilisez les ressources des LSP MPLS qui ont été établis dans le contexte de cette ingénierie VPN pour véhiculer votre trafic IPv6. C'est-à-dire, en d'autres termes, vous n'avez pas besoin des techniques de tunneling que j'évoquais à l'instant lorsque vous êtes dans un contexte de VPN IPv6. Ok. Je pense que ça milite effectivement pour qu'on organise une session sur les techniques d'acheminement du trafic IPv6 dans une infrastructure. J'ai évoqué brièvement 6PE, il y a 6VPE, et donc il faudrait probablement qu'on puisse proposer quelque chose comme ça. Je vois une autre question. Ok, merci Christian. De rien, merci à vous. Alors, je vois une question. Oui, vas-y, Christian, vas-y. Non, j'étais en train de... Alors, il y a une première remarque ou une question d'Ibrahim, qui est investir dans une infrastructure IPv6 actuellement est-elle plus onéreuse que son équivalent en IPv4? Alors ça, c'est pas une question facile parce que la réponse peut être, en fait, est conditionnée par tout un tas de paramètres. D'abord, d'une manière générale, je voudrais insister sur le fait que le déploiement d'IPv6 c'est quelque chose d'isotrope par nature, c'est-à-dire c'est pas seulement l'affaire de configurer quelques lignes supplémentaires dans vos routeurs de façon à ce qu'ils puissent acheminer du trafic IPv6. C'est aussi une affaire de migration de vos plateformes de services, en particulier le serveur Radius que vous utilisez pour identifier le client et qui devrait être capable de reconnaître que vos clients sont habilités à bénéficier d'un service de connectivité IPv6. C'est le cas échéant votre portail qui puisse être accessible non seulement en IPv4 mais aussi en IPv6, et puis surtout votre système d'information global avec en particulier la capacité de pouvoir traiter des commandes de vos clients qui souhaitent bénéficier d'un service de connectivité IPv6. Et donc la réponse va varier en fonction de la palette de services que vous fournissez à vos clients, que ce soit simplement un service d'accès à Internet ou des services plus évolués comme des services de voix sur IP ou des services de VPN pour vos clients entreprises. L'impact en termes financiers peut quasiment varier du simple au double ou du simple au triple. J'ai quelques exemples en tête que je ne vais pas vous communiquer ici parce que les chiffres sont un peu confidentiels, mais sachez que pour certaines de nos grosses filiales en Europe, en particulier à la Pologne, je pense à nos collègues polonais qui ont ouvert le service de connectivité à la fois pour leurs clients mobiles et bientôt pour leurs clients fixes d'ici à la fin de l'année. Je dirais que la facture liée à la mise à niveau de ces différents systèmes, que ce soit le système d'information, les plateformes de services et bien sûr l'infrastructure réseau, est une ardoise qui se chiffre enfin l'unité de mesure c'est plutôt le million d'euros. Par contre, chez nos collègues de Sonatel, donc au Sénégal, on s'est pour le moment, pour ce qui concerne le projet IPv6, on s'est pour le moment restreint à un service de VPN IPv6 et à une expérimentation pour quelques clients résidentiels sur Dakar pour leur permettre d'accéder au service de connectivité IPv6. Là, je dirais que la facture était plutôt, l'unité de mesure, c'était plutôt la centaine de milliers d'euros. En fait, c'est très variable et c'est aussi conditionné par les technologies que vous utilisez dans votre réseau.
C'est pour ça que lorsque l'on met en place un projet IPv6, il y a essentiellement deux données d'entrée qu'on utilise. La première, c'est la conduite d'un audit, c'est-à-dire l'audit est destiné à qualifier l'impact de l'introduction des fonctions IPv6 requises sur les équipements qui vont composer une chaîne de services de communication. Donc c'est pas seulement les routeurs, c'est encore une fois les plateformes d'identification client, votre système d'information, et c'est un impact que l'on va qualifier à la fois en termes techniques, mais également en termes financiers, et notamment en termes d'OPEX. Il y a la composante formation des équipes d'ingénierie et des équipes d'exploitation qui est aussi une composante qui n'est pas forcément négligeable. Et puis la deuxième donnée d'entrée, alors qui est probablement plus importante en Europe actuellement qu'en Afrique, c'est la capacité de pouvoir, sur la base de l'utilisation du plan de numérotation IPv4, du plan d'adressage IPv4, la capacité de pouvoir déterminer la date à laquelle la filiale sera dans une situation de pénurie d'adresse IPv4. Et donc là, on utilise cette donnée d'entrée pour faire un rétro-planning, c'est-à-dire on se fixe un cap qui est cette fameuse date à partir de laquelle les nouveaux clients ne seront plus produits qu'avec un préfixe IPv6, qui va nous permettre de dérouler finalement les différentes phases du projet de façon évidemment à être prêt en temps et heure. Et donc sur la base de ces deux données d'entrée, et encore une fois en fonction des perspectives de développement de la filiale en termes de business, du panel de services qui est fourni par l'opérateur, la facture de l'introduction d'IPv6 peut être soit négligeable, soit extrêmement lourde. Donc j'ai pas de réponse très précise. Avec l'avènement, je lis une deuxième question. Avec l'avènement de l'Internet des objets, quel rôle jouera l'IPv6? Christian. Oui. J'aimerais ajouter une dernière chose sur le premier point. Oui. Oui, alors j'aimerais dire aussi à notre ami que depuis 1999, tous les équipementiers ont commencé à inclure le support IPv6 dans les équipements qu'ils font. Donc ça veut dire que, comme Christian l'a dit, le coût de déploiement va vraiment varier aussi. De comment est-ce que le renouvellement du parc en équipement se fait dans votre entreprise. Donc, il y a pas mal de paramètres, comme il a dit. Donc, c'est juste pour dire que aujourd'hui, la plupart des équipements qui sont faits depuis 2000 supportent IPv6. Voilà. Oui, c'est tout à fait vrai. Cela dit, il faut aussi prendre le temps d'évaluer en fait le support effectif. Parce que personnellement, on a été confronté à quelques surprises chez certains équipementiers, notamment les fournisseurs de CPE. Mais ce que vous dites, c'est tout à fait juste. Alors l'autre question, avec l'avènement de l'Internet des objets, quel rôle jouera IPv6? La réponse que je ferai, c'est j'espère que ce sera un rôle particulièrement déterminant. On considère, nous, qu'IPv6 est une pierre angulaire pour le développement des services de communication machine à machine et donc le déploiement de l'Internet des objets, pour des raisons que j'aurai plaisir à développer avec vous à l'occasion d'une autre session. Mais il y a essentiellement deux raisons techniques. La première est liée évidemment à l'espace d'adressage caractéristique d'IPv6 qui est quasi illimité et donc qui vous permettra en particulier de connecter plusieurs milliards de machines ou de capteurs par exemple sur le réseau Internet sans être préoccupé par un problème de pénurie d'adresse. La deuxième raison est une raison qui est peu souvent évoquée et qui est pourtant fondamentale à mes yeux, qui est liée aux caractéristiques intrinsèques du protocole IPv6 et en particulier cette approche un peu plug and play qui permet à un terminal IPv6 de découvrir automatiquement l'ensemble des voisins IPv6 avec lesquels il est susceptible de communiquer, en particulier sur la base des échanges qui s'appuient sur l'utilisation d'adresses LLA, c'est ce qu'a très bien montré Brice hier en particulier. Et donc cette fonction, cette mécanique de configuration automatique est un atout extrêmement important pour des objets qui, comme je l'ai dit tout à l'heure brièvement, sont extrêmement contraints en ressources CPU et en ressources énergétiques. Donc l'idée là, c'est de déployer finalement des réseaux de capteurs, qui sont souvent des réseaux de capteurs sans fil, pour constituer petit à petit ce qu'on appelle l'Internet des objets. Il y a des efforts très récents qui permettent en particulier d'utiliser les ressources du protocole IPv6 pour développer un protocole de routage dynamique qui soit adapté à ce type d'environnement. Et ce type d'environnement, il faut avoir conscience que ce n'est pas l'environnement classique auquel un opérateur est confronté, c'est-à-dire des réseaux de quelques centaines de routeurs au maximum, mais là on parle bien de réseaux qui peuvent aller jusqu'à plusieurs milliers de nœuds interconnectés entre eux. Et donc il faut trouver une mécanique protocolaire de routage dynamique qui soit adaptée à ce type d'environnement. Donc il y a ce qu'on appelle le protocole RIPL qui s'appuie explicitement sur les ressources du protocole IPv6 et en particulier sur le protocole ICMPv6.
Et plus récemment, avec les développements des standards I3E, je pense en particulier au 802.15.4e, vous avez la capacité de pouvoir même affiner l'optimisation de la bande passante disponible pour véhiculer le trafic qui correspond par exemple aux données collectées par des capteurs en fonction de la disponibilité des bandes radio. Ce qu'on appelle l'initiative Sixtus, qui permettra en particulier d'interconnecter différents réseaux de capteurs à l'échelle de l'Internet avec un degré de robustesse et un degré de performance tout à fait acceptable. Donc IPv6, pour moi, est le socle ou la pierre angulaire pour le déploiement de l'Internet des objets. Alors, il y a une autre question de Thierry. Durant un séminaire sur l'IPv6, plusieurs interlocuteurs soulevaient l'aspect sécurité, notamment la configuration du pare-feu comme frein à son déploiement dans les entreprises. Qu'en est-il aujourd'hui? Il n'y a pas IPv6. Alors, il faudra probablement avoir un peu plus de temps pour développer la réponse, mais IPv6 aujourd'hui n'est pas plus sécurisé que le protocole IPv4. Ça, c'est un premier point. En particulier, il y a des gens qui affirment que IPv6 suppose l'activation systématique de la suite de protocole IPsec. C'est faux. IPsec est un en-tête de sécurité qui est un en-tête de sécurité optionnel. Donc, lorsque vous déployez IPv6, vous n'êtes pas censé utiliser systématiquement les ressources de la suite de protocole IPsec. Mais à l'inverse, vous avez en IPv6 des mécanismes qui sont exactement comparables à ce que l'on fait en IPv4, et s'agissant des pare-feux, vous avez tout à fait la possibilité de pouvoir filtrer aujourd'hui, selon la nature du trafic ICMPv6 que vous acceptez ou pas de faire transiter sur votre réseau local, etc. Là, c'est une affaire de bonnes pratiques, et ces bonnes pratiques passent effectivement par une configuration de pare-feu qui soit adaptée, mais en l'espèce, je considère que la problématique de sécurité en IPv6 n'est sûrement pas un frein au déploiement d'IPv6 aujourd'hui. Christian? Oui. J'aimerais ajouter un mot sur la question de Thierry. Alors, oui, en général, la question revient très souvent aussi quand nous sommes en présentation, lorsque nous faisons des formations IPv6. Le problème, c'est que les gens ont eu l'habitude d'utiliser le NAT et le SPI comme technique de sécurité pour leur système d'information. Alors, il faut dire que le NAT et le SPI ne représentent pas de la sécurité dans les règles de l'art pour un système d'information. Donc, effectivement, lorsque le end-to-end sera retrouvé, ils se diront, attention, j'ai plus de NAT derrière, on me verra. En fait, c'est pas le gros problème. Alors, ce qu'il faut dire, comme Christian l'a dit, il n'y a pas de différence en termes de sécurité lorsqu'on regarde IPv4 et IPv6. Il faut revenir au principe de sécurité de base sur les systèmes d'information qui sont de 3 niveaux, c'est-à-dire à l'entrée de notre réseau, il faut définir de la sécurité à l'entrée de notre réseau. Dans le cœur de notre réseau, il faut définir de la sécurité dans le cœur de notre réseau. Et au niveau des autres, c'est-à-dire comment est-ce qu'on accède à notre réseau au niveau de chaque poste, au niveau de chaque machine dans notre réseau, il faut définir des politiques de sécurité. Alors, implémenter des règles de filtrage dans notre cœur de réseau, définir un radius pour entrer dans notre réseau ou des contrôles d'accès pour entrer dans notre réseau, éduquer aussi les utilisateurs de notre système d'information parce que les grandes attaques viennent de l'intérieur. Donc, c'est un peu tout cet ensemble-là, le système de la sécurité d'un système d'informatique dans les règles de l'art qu'il faut appliquer maintenant avec IPv4, avec IPv6. Et ça devrait aussi s'appliquer avec IPv4 et ça s'applique, en tout cas dans notre compagnie, dans les grandes compagnies, c'est ce qui se fait aussi. Donc, il faut arrêter de penser que le SPI, le Security Packet Extension est de la sécurité. Il faut oublier aussi que le NAT est de la sécurité, ce n'est pas de la sécurité. Voilà. Et pour encore renforcer ce que Christian a dit, c'est un mythe de penser que IPv6 apporte d'emblée de la sécurité à nos systèmes d'information. Comme il a dit, le IPsec qui est dans les antennes d'extension n'est pas activé par défaut. Donc, il faut vraiment savoir que c'est un mythe de penser que utiliser IPv6, on a d'emblée de la sécurité. Il faut mettre le système d'information sous une sécurité dans les règles de l'art, donc de 3 niveaux, entrée du réseau, cœur du réseau, au niveau de machine. Voilà ce que je voulais ajouter. Merci. Oui, c'est extrêmement important ce que vient de dire Brice, hein, et je souscris à 200%. Une fonction NAT n'est absolument pas une fonction de sécurité. Absolument pas. Le NAT n'a jamais été conçu pour fournir la moindre garantie en matière de sécurité. Donc c'est tout à fait juste, et merci à Brice d'avoir apporté cette précision. Je suis désolé, je vais devoir malheureusement vous quitter parce que j'étais censé rentrer dans une autre réunion il y a 25 minutes. Encore une fois, je voudrais vous remercier pour votre participation et pour les questions. Visiblement, je pense que c'est une initiative qui devra être renouvelée. Kevin, I don't know if you plan to
to give more time to the participants to raise additional questions, unfortunately, I will have to leave the meeting. So I'd like again to thank everyone very much. Merci aussi et félicitations à Brice pour sa présentation. Et encore une fois, vous avez nos coordonnées pour toute autre question. Voilà, je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Encore une fois, je suis désolé de devoir vous quitter, mais j'avais d'autres engagements. À très bientôt. Allez, merci Christian et à très bientôt. Au revoir. Hello, Kevin. Are you around? Kevin. Hello. Kevin. Un instant, je vais essayer de voir si on a du temps encore avec Kevin pour prendre quelques questions parce que je vois des questions ou s'il faut qu'on arrête. Donc, un instant. Sorry, it was muted. Okay. So you can now. So, I think that we are supposed to close right now, right? Yeah, if there are no more questions, we can stop. That's 1 hour 50 minutes, so we can stop. Okay, so I have one question. Let me see. Okay. Disposons-nous en Afrique de ressources humaines assez compétentes pour soutenir la migration et le déploiement d'IPv6, sinon que devons-nous faire? Alors la question est oui. Nous disposons en Afrique de personnes compétentes, donc à Afrique, où je suis, nous faisons des formations un peu partout en Afrique pour développer les capacités sur IPv6. Donc nous avons déjà en Nigeria l'année dernière, donc nous avons fait une formation avec l'université de Lagos, l'ILAG, et une semaine après, il y a un opérateur de transit qui s'appelle Main One Cable qui a utilisé 6PI, qui a réussi une technique de transition pour donner IPv6, la connectivité IPv6 à ses clients. Donc on a aussi en Afrique du Sud des entreprises qui utilisent, qui déploient déjà IPv6. Alors si vous vous rappelez, hier, j'avais présenté déjà en Afrique plusieurs pays qui avaient commencé à annoncer et à commencer à déployer IPv6. Donc on avait l'Afrique du Sud, l'Égypte, le Nigeria, le Libéria, le Kenya. Donc il y a de la compétence en Afrique. Et aussi, qu'est-ce qu'il faut faire pour ceux qui n'ont pas de compétences dans les entreprises, c'est de s'inscrire aux listes de diffusion d'Afrique. Donc on a toute une communauté technique sur les institutions IPv6 d'Afrique et aussi pas mal d'autres listes de diffusion qu'on a un peu par le monde pour aider à déployer IPv6. Donc la réponse est oui, nous avons des compétences en Afrique pour aider à déployer et Afrique s'attelle à définir des programmes pour aider à déployer au niveau de chaque organisation en Afrique IPv6. Alors, je regarde encore s'il y a une autre question. Pouvez-vous nous informer d'autres webinaires sur IPv6? Oui, alors s'il y a d'autres webinaires sur IPv6, vous aurez l'information par le site web d'Afrique et par le canal de diffusion d'Afrique et de iSoft. Donc, en général, nous utilisons les listes de diffusion pour communiquer. Donc, je vous donne, je vais vous prendre le lien pour être au courant de tout ce que nous faisons à Afrique. Donc, je vais vous donner le lien déjà pour s'inscrire sur les lignes de diffusion annonce. Donc, s'il y a d'autres webinaires, vous serez informés. Donc, je vais vous donner tout de suite là, le lien pour vous inscrire sur les lignes de diffusion d'Afrique pour être au courant des autres webinaires qui viendront. Ça, c'est la question de Genovo. Ensuite, je regarde encore, est-ce que quand Afrique accompagne dans la migration dans les entreprises, c'est gratuit? Ça, c'est une question de... Oui, Patrick, une question de Patrick. Oui, lorsque Afrique accompagne, alors toutes nos formations, tous nos soutiens sont gratuits. Donc, vous envoyez un courrier à Afrique et au management d'Afrique et en fonction des disponibilités des formateurs, on pourra voir si un formateur peut venir. Et quelquefois, si les disponibilités posent problème, on pourra peut-être demander au local host, c'est-à-dire celui qui a besoin d'une formation, de peut-être payer le billet d'avion et l'hôtel du formateur qui viendra. Donc ça, c'est vraiment laissé à l'appréciation du management. Mais il n'y a pas de frais en tant que membre de la communauté africaine. Vous n'avez rien à payer lorsque vous demandez une formation africaine. Vous n'avez rien à payer.
Alors, je regarde d'autres questions. Alors, Priscille dit, j'ai lu qu'en Côte d'Ivoire voulait complètement, attends, j'ai vu que la Côte d'Ivoire voulait complètement migrer et qu'Afrique l'accompagnait dans le sens. Est-ce que ce sera le cas pour tous les pays africains? Alors, Priscille, oui, si votre pays demande à Afrique de l'accompagner dans un plan de migration, Afrique le fera avec joie. Donc, comme j'ai dit, ça sera toujours dans la disponibilité du staff d'Afrique. S'il y a quelqu'un de disponible pour la période sollicitée, vous envoyez un courrier au management d'Afrique. Donc, vous aurez vraiment une réponse claire, quoi. Vous aurez une réponse claire qui viendra pour quelle période. Et comme j'ai dit, il n'y a vraiment pas de frais à payer à Afrique. Voilà, donc, pardon, comment on peut récupérer les supports de cette formation? Alors, les supports de cette formation vous seront communiqués par iTalk, on vous enverra à vos différentes adresses électroniques. Je crois qu'il y a Kevin qui se chargera de ça. Donc, pour ça, ne vous inquiétez pas, vous aurez le lien pour télécharger tous ces liens. Alors, tous ces supports. Alors, est-ce que Afrique accompagne la migration de l'entreprise? Est-ce gratuit? Bon, alors, Afrique vous fait une formation. Afrique ne va pas venir prendre la main sur vos équipements. Ok? Ce n'est pas notre rôle d'entrer en concurrence avec les entreprises qui sont dans un pays donné. Donc, ce que nous faisons, c'est à chaque début d'année, nous faisons un call for presentation, un open, c'est-à-dire on vous demande de faire une demande de formation. Et à la suite de cette demande de formation, nous allons sélectionner les pays dans lesquels nous allons partir. Peut-être 7 pays francophones ou 7 pays anglophones, ou ça dépendra. Et nous irons donner une formation IPv6 de 4 jours à toute la communauté technique du 10 pays. Maintenant, après, si vous avez des problèmes d'ordre de configuration, c'est sur les listes de diffusion que vous pourrez avoir des conseils. Mais Afrique ne viendra pas en tant que consultant dans vos réseaux pour vous aider à configurer vos équipements. OK? OK. Alors, je pense que c'est pas une question de choix, plutôt d'obligation à faire la migration. Maintenant, notre privé doit se donner. Oui, effectivement, aujourd'hui, le problème avec IPv6, c'est que nous n'avons pas le choix. Nous n'avons pas le choix. Nous devons à tout prix penser à aller vers IPv6. En fait, c'est ça le gros problème. Nous n'avons pas le choix. IPv4, comme dirait Ariane Electric ou Fernando Donfessini, il faut aller à IPv6. Donc, aujourd'hui, nous n'avons pas le choix. Il nous faut aller à IPv6 si nous voulons soutenir, si nous voulons continuer toujours à utiliser Internet. Alors, je vous remercie tous. Alors, je pense on a eu 30 minutes, plus du temps imparti. Donc, je dis merci à tous et puis j'espère que nous serons encore ensemble pour un autre webinaire sur IPv6. Et voilà, je vous remercie d'être là et je vais passer la parole à Kevin. Hey, Kevin, I think that we are not done, so we can. Oh, okay. Okay, so thank you and keep in touch. Okay. Okay. Thanks, Bryce. Yeah.